soit tu mets en place des choses, soit tu continues de te dire on n'a pas le temps et pas la possibilité, mais donc tu acceptes que tu repousses juste une échéance. Il y a des choses vraiment importantes à changer et c'est absolument inenvisageable de scaler là-dessus. On vous mettrait en danger. Tu repousses juste une échéance, c'est une non-décision, t'as pas le choix. Et toi aujourd'hui, t'es en mode survie. Tellement l'impression que c'est insurmontable tout ça. Tu n'as pas de système d'acquisition. C'est pas que tu as un problème d'acquisition, c'est qu'il n'y en a pas. Aujourd'hui, tu peux vendre beaucoup mieux, beaucoup plus intelligemment, beaucoup plus cher aussi. On a perdu en rentabilité, on a payé en trésorerie. T'as juste perdu de l'argent, c'est complètement différent. La preuve, vous avez travaillé comme des forcenés et pour autant vous avez perdu 750 000 euros. Ça me met en pression là, tout ça là. Voici Sébastien, accompagné de son associé Youssef, à la tête de G-Décor, un groupe familial devenu un acteur incontournable de la rénovation haut de gamme en Isère, avec 8 entités, plus de 47 collaborateurs et près de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Mais derrière cette réussite locale, la machine craque de partout. Un homme orchestre en train de s'épuiser, prospection, devis, décisions stratégiques, commandes, pilotage des chantiers, tout repose sur Sébastien. S'il ralentit, l'entreprise s'arrête et le risque de burn-out plane. Un pilotage à l'aveugle, pas de trésorerie projetée, pas de marge nette chantier par chantier, pas de KPI fiable. Des décisions prises au feeling, parfois à perte, sans même s'en rendre compte. Le chaos organisé façon post-it et WhatsApp, infos éparpillées, CRM sous-utilisé, personne ne sait exactement qui fait quoi, quand et comment. Résultat, retard, erreur, tension et surcoût. Et une conviction douloureuse s'impose. Continuer comme ça, c'est aller droit dans le mur. Dans ce consulting, on va le sortir du mode pompier pour retrouver de la vision sur sa position de dirigeant, stopper l'hémorragie de marge et clarifier ce qui rapporte réellement à l'entreprise, mettre fin au chaos opérationnel avec des process et des outils fiables et préparer une croissance sans dépendre d'un seul homme. C'est une urgence vitale pour qu'il puisse scaler sans s'écrouler. Bienvenue dans les coulisses du scale. Avant de démarrer le consulting, on a besoin de vous. Dites-nous en commentaire dans quel secteur vous aimeriez voir le prochain épisode. Bâtiment, restauration, médical, commerce, industrie ou autre. On sélectionnera les plus demandés. Bonjour messieurs. Salut. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Donc, on est parti pour un sérieux consulting là. Il y a pas mal de choses à voir, comme on l'a vu déjà en amont. On a préparé une session assez intéressante. Je pense qu'on va surtout parler de marge, de structuration et d'autres éléments qu'on va découvrir au fur et à mesure. Vous avez préparé une présentation. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre directement par ça, comme ça on rentre dans le vif du sujet. Yes. Parfait. Moi je m'appelle Sébastien Jardina, je suis le dirigeant fondateur de ce qu'est aujourd'hui le groupe G-Décor. Un acteur important sur Grenoble sur le marché de la réhabilitation, de la rénovation et de l'agencement. On couvre un marché principalement de particuliers pour des projets de rénovation de maisons et d'appartements. Et on couvre un projet de la conception avec nos architectes jusqu'à parfait achèvement avec nos conducteurs de travaux. Moi c'est Chéra Youssef, l'associé de Sébastien, l'un des associés de Sébastien sur le groupe G-Décor. Je vais m'occuper de tout ce qui est pôle peinture et notamment au sinistre et aujourd'hui aussi direction des opérations financières. Au niveau du groupe. On a un cadeau pour vous. Dans nos consultings en live, on aide les entreprises à accélérer leur croissance et à répondre à leurs enjeux. Et aujourd'hui, on a décidé de vous faire une surprise. On fait gagner à l'un d'entre vous un consulting live stratégique 100% offert du même type que vous êtes en train de regarder. Si vous voulez tenter votre chance d'être tiré au sort, il vous suffit simplement de remplir le formulaire accessible dans la première ligne de la description juste en dessous. Et ce n'est pas tout. L'intégralité des entreprises qui posent leur candidature seront rappelées par un membre de notre équipe afin de bénéficier gratuitement d'un audit 360 de leur entreprise pour analyser leur situation actuelle et vérifier leur éligibilité à ce tirage au sort. Pour l'entreprise tirée au sort, une prise en charge complète sera faite par mes équipes pour préparer le consulting qui se déroulera sur cette chaîne avec Anis et moi-même, point par point, pour repartir avec un plan concret pour scaler. Ça peut littéralement changer la tournure de votre entreprise. Alors, tentez votre chance maintenant en cliquant simplement sur le premier lien dans la description. Moi je suis fils d'artisan, mon père il a créé sa boîte artisanale en 88. Moi, j'ai grandi quand même autour de ça, ce qui fait que j'ai toujours eu cet attrait autour du bâtiment. Donc, je pense que j'avais vocation à faire du commerce, développer du business. C'est ce qui m'a d'ailleurs différencié, je pense, sur le marché, d'avoir de la crédibilité technique. Donc, 88, 2010, moi, je finis mon bac. Il faut que je fasse un BTS. On monte un plan de formation pour que je puisse être en alternance dans l'entreprise artisanale de mon père. Donc, bon, c'était un peu compliqué à faire parce que mon père était seul, il n'y avait pas de tuteur, entre guillemets, pour m'accompagner et me former. Pour autant, on a réussi à y aller. On arrive à la fin de la première année, donc en 2010. On avait déjà recruté 2 personnes.
Donc c'était déjà un bon challenge. Et donc en 2011, on crée GDecor, mais avant de créer GDecor, et c'est ce qui nous a impulsé, je pense, on se prend dès la première année une pastille à 75 000 euros. Voilà. Donc sur une structure artisanale, hein, si vous vous rendez compte un peu l'impact, 150 000 euros de chiffre d'affaires. Enfin, donc là, c'est un petit peu dur. On prend un chantier qu'on se fait pas payer, et donc là, on se retrouve avec des sous-traitants qu'on est incapable de payer, parce qu'on n'avait pas assez de collaborateurs. On avait pris un chantier à 150 000 euros à cette époque, donc c'était beaucoup. Pour autant, on arrive à payer nos fournisseurs et on décide de stopper la boîte artisanale. Au moment où je décide d'arrêter, il y a un mec qui m'envoie un truc, une demande pour peindre une chambre. Moi, j'y vais, je suis le seul à me pointer. Et en fait, quand j'arrive devant une entrée, et en fait, c'est un hall d'immeuble. D'hôtel, pardon. Et je rentre et le mec il me dit j'ai mis une salade pour ma demande de devis, en fait j'ai mon hôtel à refaire. Bon, je me suis accroché dessus comme je sais pas comment on pourrait, et je me suis dit là c'est le truc qui peut nous refaire démarrer. Donc on avait signé notre chantier à 170 000 euros, je m'en souviendrai, et c'est ce qui nous a aidé à repartir parce qu'on a repris de la cadence, un peu de trésorerie, et je pense que c'est vraiment ça qui nous a impulsé vers l'énergie que j'ai mis moi autour de GDecor. Après, tu vois, donc 2011 on crée GDecor, 2014 je crée la première structure d'électricité avec mon meilleur ami d'enfance. Donc lui il est électricien dans une boîte et je dis quitte ta boîte, fais-moi confiance, on fait bosser des électriciens en sous-traitance, viens, moi je trouve du boulot, toi tu fais le travail et on va structurer l'entreprise autour de ça. Alors au début je crée GELEC parce que je me dis on va développer aussi une boîte d'électricité en parallèle d'une boîte tout corps d'État. Sauf que le mec qui incarne le commerce c'est moi, et en fait moi je me concentre que sur du tout corps d'État. Après la création de GELEC, on crée Grazianopolis, qui est une société où en fait on crée le premier showroom. On est là, entre guillemets, on a la première boîte de réno à installer un showroom, et on a cette capacité à travailler en direct avec des fabricants. Avec cette société-là, on a un code APE qui nous permet d'acheter aux fabricants et pas de passer par d'intermédiaires. Donc ça donne un avantage concurrentiel déjà par les achats et aussi par les approvisionnements parce qu'on maîtrise nos livraisons. Donc là, on commence à passer un gap et surtout on reçoit nos clients dans un showroom alors qu'on est juste une boîte de bâtiment. 2015, on crée Graziano. 2016, on crée G-Menuiserie, une boîte de pose de fenêtres. 2019, on crée donc G-Energia, la boîte de chauffage avec mon oncle, et G-My Cooler avec Youssef, qui était à l'origine un sous-traitant dans l'entreprise. En fait, on crée toutes ces boîtes. Bon, on s'embringue un peu dans ce truc du G apostrophe, qui est un peu notre axe de communication. Bon, ça devient un sacré stade de nœud parce qu'il y a beaucoup de boîtes, mais finalement, on se rend compte qu'avec le temps, on a toujours qu'un seul client. Donc en fait, on s'est complexifié un petit peu la vie, et aujourd'hui, on est en train de resserrer, diluer, faire des tubes, rassembler un peu des structures pour que ce soit plus simple à gérer. Et je crée GDH en 2020 avec ma sœur. Là, on fait du sur-mesure. Alors ça, c'est la boîte qui met un gros cap sur le niveau de gamme de l'entreprise, parce que en plus de faire des travaux, on se retrouve à faire de l'agencement sur mesure. Donc ça donne de la valeur à nos projets. Et on monte GDBS, qui est une boîte qui est vraiment très à part, qui fait de la gestion de travaux après sinistre. Donc là, on bosse pour des compagnies d'assurance. C'est vraiment un marché qui est à part. C'est une structure qui a beaucoup de potentiel, mais qu'on développe pas. Pour le moment, c'est Yous qui s'en occupe. Par manque de temps, en fait, simplement. Mais on sait qu'il y a du potentiel parce que le boulot, il va tout seul. La seule difficulté, c'est de recruter. Ça fait 5 ans qu'on fait entre 5 et 6 millions d'euros. On fait que du particulier. Donc, on fait que de la maison et de l'appartement. Donc, on prend quand même beaucoup de place sur notre marché. À l'origine, on était plus une entreprise de rénovation tout corps d'État, et depuis un an, on l'a vraiment poussé vers l'entreprise générale. Donc là, on a internalisé et en interne et en partenariat des architectes, où là, vraiment, maintenant, on prend des projets de grande envergure. On a un panier moyen qui a doublé, voire presque triplé par moment, où on prend des gros projets de rénovation et surtout que des maisons, parce que c'est vers là qu'on est en train d'aller. On part de la conception, on dépose des permis de construire, des DP, on fait des grosses réhabilitations, on fait travailler des maçons, des charpentiers, des étancheurs, enfin. Ça, c'est un métier qu'on faisait pas avant. Donc, on internalise le second œuvre. On a un peu plus de 50 personnes dans l'entreprise, et on externalise le gros œuvre. Mais on a des sous-traitants qui nous aident quand il y a de la surcharge d'activité. Il y a 2 ans, on crée l'agence du Pays Voironnais. C'est une commune qui est proche de Grenoble, mais qui a vraiment un marché à part. Donc là, on monte une agence avec, donc moi, je m'associe, généralement, c'est ce que je fais. J'ai pas employé la direction. Et en fait, depuis un an, là, depuis le mois de mars 2025, on a monté les 2 savoirs. Et ça, pour nous, c'est une vraie opportunité de développement. Et là, de notre image et de ce que GDecor porte sur ses valeurs, ça correspond vraiment au marché. Donc là, on a un gros challenge par rapport à ça. J'ai un assoce qui fait bien son taf, qui a bien démarré, mais que j'accompagne beaucoup quand même encore sur de l'opérationnel. Et je pense qu'on n'est pas encore arrivé au bout du chemin parce qu'on n'a pas de process chez nous. Donc, c'est tout du manuel. J'ambitionne à court terme de développer GDecor maintenant sur la région. On voudrait s'installer sur Lyon. En fait, on est plutôt le quart sud-est. On va descendre aussi un peu sur la Côte d'Azur, tout ça. Donc, on cherche des marchés qui correspondent à l'image de GDecor. Maintenant, le problème, c'est qu'avant de faire tout ça, il faut structurer, il faut améliorer la marge, il faut qu'on automatise un certain nombre de choses. Aujourd'hui, vous allez vite comprendre que le modèle économique, il tourne beaucoup autour de moi, que déjà pour le commerce, parce que c'est moi qui le fais. À 80, quoi. À 15%, on va dire. Voilà. Et, Dire la relation commerciale. les relations commerciales, les signatures de projet, les rédactions de devis.
Voilà, les engagements avec les clients. Après, dès que le dossier est signé, c'est vrai que par contre, dans la gestion de projet, je m'en occupe plus. Là, je suis très bien entouré, mais c'est vrai que sur le commerce, c'est un peu difficile. Donc, faut les faire, les 6 millions d'euros, quand tu bosses en particulier, hein. Quand t'as un panier moyen à 150 000 euros, faut en trouver des chantiers, et des fois, on prend des chantiers plus petits, donc, Ouais, t'as un chantier et demi par semaine à peu près que tu rentres. ouais, alors moi, je le vois plus, des fois, 3 chantiers à la fin du mois, quoi. Mais, oui, si on fait une moyenne, c'est à peu près ça, ouais. Ouais. Qui s'occupe en général de closer ces chantiers? C'est toi? C'est moi. Toute la partie commerciale dépend de toi. Je relance, je tape les devis, je prends mes cotes, je modifie, je revois le client, voilà, je signe le projet. Il se fout de ma gueule. Je souris en Ouais. fait. Moi, je suis encore resté sur le tas de dossiers dans la réunion. Ouais. Tout à l'heure. T'es encore là. Donc on a pour expliquer, voilà, on a un très beau bâtiment, ça c'est pour moi un siège social vraiment représentatif d'une boîte de bâtiments qui a vraiment tous les services. On a le showroom, on a les conducteurs de travaux, on a la conception avec les archives. Ouais, on a un espace incroyable, on a un atelier, on a des fabrications de 300 mètres carrés, on a 1200 mètres carrés de logistique, enfin, on peut stocker, enfin vraiment on a un outil de travail qui est hyper performant par contre là-dessus. Mais tout ça, ça coûte de l'argent. Et ça pèse sur la rentabilité de nos projets. Donc, c'est là-dessus qu'on essaie de bosser. On a passé le Covid avec la guerre en Ukraine. C'est pour le bâtiment, on sait que ça n'a pas été simple. Et on se traîne un peu ça depuis 3 ans, quoi. Donc, même s'il y a du développement et du résultat, c'est pas assez pour ce qu'on produit. Donc, voilà un peu pour la présentation. Là, on aperçoit un petit peu la valeur moyenne de nos projets. Aujourd'hui, on est entre 100 et 150 000 euros. Alors, je suis en valeur moyenne parce qu'en fait, je le sais pas vraiment. Aujourd'hui, je sais pas combien de prospects je dois faire rentrer pour avoir un client. Je connais pas mon taux de transformation, même si je le vois, entre guillemets, mais je l'ai pas de manière très factuelle. Quand tu dis que t'as pas les chiffres, excuse-moi, je te coupe, c'est que t'as pas les chiffres, tu les suis pas, tu les regardes pas, t'as pas de CRM, J'ai pas de CRM, Ah ouais. j'alimente pas Donc ça. en gros, tout ton commercial dépend de toi. Ouais. C'est toi qui fais tout sur la partie commerciale Ouais. et tout est dans ta tête. Ouais, je le mets un peu par écrit, mais Ou oui, c'est quelques dans ma tête. trucs Ouais. sur des papiers dans les Exactement. dossiers. Bah, et franchement, rien que là, j'ai envie de te dire bravo. C'est vraiment exceptionnel d'arriver à ce type de résultat en travaillant comme tu le fais. Ça démontre que tu es vraiment bon dans ce que tu fais. Tu es un putain de bosseur et tu tiens sur tes épaules une structure de 40 collaborateurs. Énormément de respect parce que peu de gens seraient capables. Souvent, la limite, c'est 20 personnes, 15 personnes, quelques millions. Puis il y a des hauts, des bas. Donc bravo parce que, faut en avoir conscience. Faire tout ça sans tous les outils-là, il y a beaucoup de gens qui auraient déjà terminé à l'hôpital. Vraiment. Je suis pas passé par l'hôpital, mais je suis passé par la dépression. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ça doit être une charge mentale, une charge de travail, une pression qui est énorme. Déjà, je pense que d'une part, on va augmenter la marge de ton entreprise, mais aussi on va augmenter la marge de ta charge mentale. Parce que là, il y en a plus, en fait. C'est là le sujet. C'est ça qui va t'empêcher, plus que des outils ou des stratégies ou plus de collaborateurs de scaler. Il y a aussi un point, c'est que tu as trop de collaborateurs par rapport à ton chiffre d'affaires. La moyenne dans votre secteur, elle est plus ou moins de 180 000 à 250 000 euros par employé en France. Vous êtes plutôt à 130 000 euros. Donc vous êtes vraiment en dessous de la moyenne. Même si vous êtes staffé pour pouvoir absorber un chiffre de plus ou moins 8 millions, vous êtes à 6. Même en prenant ça, vous restez dans les tranches basses de la moyenne. Donc là aussi, on va voir. Il y a effectivement un manque d'efficience opérationnelle lié à des outils que vous pourriez utiliser, que vous n'utilisez pas. Donc ce sera entre autres le sujet. Ce que je propose, c'est qu'on après cette presse, qu'on attaque la phase 2 de découverte. Ouais. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment te passer sur le grill en mode poser des questions et toi aussi, du coup. Et comme ça, on a un peu plus de clarté avant de valider les objectifs et définir les leviers sur lesquels on va se concentrer pour le consulting. Je suis OK. J'ai une question aussi au niveau de votre trésorerie. Si je te demande combien tu as de cash au global disponible, aujourd'hui à l'instant T, mais aussi dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Non. Pas de visibilité. J'ai pas de visibilité projetée sur ma trésorerie, non. Donc t'avances à l'œil. T'espères que ça ira. Je fais confiance en ça. Ok, d'accord. Je sais que ça marche pas. Non mais c'est ok, merci de l'assumer. Hein. C'est noté. Tu nous as partagé 4 problématiques principales que tu as identifiées. Ouais, je déjà pense, qui sont ressorties dans les échanges qu'on a eus en fil conducteur. Tu peux nous développer très succinctement là ce que tu nous partages. On parlait de la rentabilité qui est mal maîtrisée sur les projets. Aujourd'hui, on n'est pas assez proactif. Ça veut dire qu'on a quand même, aujourd'hui, on a des outils pour avoir une vision claire de notre temps consommé et notre charge de matière pour savoir comment se positionne le pourcentage de marge sur notre projet. Par contre, on n'est pas en amont. C'est-à-dire on projette pas, il faut tant d'heures, il faut tant de matière, il faut qu'on rentre dedans pour réaliser ce résultat. Donc, en fait, c'est un petit peu, quand le projet est bouclé, on ouvre, on appuie sur le bouton et on regarde à quelle sauce on est mangé. Même si on a en amont des outils qui nous donnent nos indicateurs à nous dire faut qu'on passe tant de temps et faut pas qu'on excède ce pourcentage d'achat,
pour obtenir ce type de résultat, à savoir que dans nos métiers, malheureusement, quand on est en plus sur l'haut de gamme, je pense qu'on a conscience que être sur l'haut de gamme, c'est là où on bouffe un petit peu la marge aujourd'hui, parce qu'on revient beaucoup sur nos projets, parce qu'on veut que le résultat il soit irréprochable. Normalement, c'est l'inverse. Sur le haut de gamme, c'est là où tu as le plus de marge et le moins de retour. Je sais pas, parce que on rend bien compte qu'on prend quand même de temps en temps des dossiers qui sont très alimentaires. Et là, on fait du profit. Mais ou alors peut-être qu'on vend mal nos prestations. Quand je dis normalement, c'est pas forcément dans ta typologie de métier, mais globalement dans le business, quand on se positionne sur du très premium, c'est là où en fait on a des marges les plus. Après, on vend peut-être mal aussi. En fait, tu dis rentabilité mal maîtrisée, mais en réalité, c'est une rentabilité qui, in fine, en marge nette, est plutôt basse, mais ta marge brute, elle est entre 20 et 30% au global. Donc c'est. La marge sur nos projets, elle est située là un peu quoi. Ouais. Entre 20 et 30, ouais. Ensuite, t'as. La grosse dépendance, alors on l'a évoqué, hein. De toute façon, la partie commerciale qu'aujourd'hui, au-delà, le business de manière générale, je suis sollicité pour beaucoup trop de choses. Donc, je suis le pilier central du business. Donc, c'est la dépendance de mon travail, elle est compliquée. Alors, ça, c'est Delphine qui l'a écrit. J'étais pas forcément OK avec ça, même si on bosse là-dessus. Aujourd'hui, comme on nous colle à cette image d'entreprise de rénovation, on a encore beaucoup trop de gens qui nous appellent pour de la bricole. Et on a peur de froisser, de dire non. Donc, des fois, on y répond. Et tu voudrais quelle étiquette à la place de rénovation? Entreprise générale, le projet global. Aujourd'hui, on essaye de dire non, mais le problème, c'est que nous, 90% de notre business, c'est de la recommandation. Sur quel type de prestat ou de chantier? Aujourd'hui? Ouais, le 80%. Sur les deux, parce qu'on voit bien que l'entreprise générale se développe beaucoup chez nous. Je pense qu'on nous colle de plus en plus cette étiquette-là, mais on garde quand même nos années précédentes où on nous sollicite sur des projets quand même de plus petite taille. Si demain tu disais non, ça ferait quoi comme changement? On le dit, on crée de la frustration. Faudrait qu'on puisse soit avoir une offre qui s'adapte à leur demande et comme ça on la laisse pas partir, ou au moins à minima qu'on ait quelqu'un vers qui pousser. Mais est-ce que toi, dans tes changements opérationnels chiffres, ça changerait quelque chose? Ça changerait quoi? Est-ce que ça augmenterait mécaniquement votre marge parce que des fois vous prenez des dossiers qui à l'instant T ne vous donnent pas de marge proportionnellement à toutes les ressources qui sont mobilisées dessus? Est-ce que tu sais pas répondre à cette question parce qu'en fait vous le traquez pas et donc tu te dis à dossier équivalent, en fait, un dossier à 800 000 comme un dossier à 150 000, on va mettre les mêmes ressources et puis C'est exactement ça. Ouais. Donc vous perdez de l'argent à chaque fois que vous dites oui à quelque chose que vous auriez dû refuser. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ok. Et c'est aussi le client qui nous dupe un peu par moment. Je pense qu'on a passé l'entonnoir sur l'entrée. Donc, du coup, le client, il dit toujours tout à faire. Et quand tu arrives sur place, et moi, je me dis qu'aujourd'hui, ma valeur, il faut que je la sélectionne. Tu vois, mon planning, audit préalable, pas clair. De 8h à 19h, je suis booké de rendez-vous, je suis pas au bureau. Ma valeur, faut que je la mette sur des projets qui, malheureusement, correspondent au marché sur lequel on veut être. Ou alors, il faut que j'ai quelqu'un qui soit au second et qui réponde à ce type de projet, si on veut pas les laisser partir. Et le B2B, alors c'est un lancement, hein. On l'a démarré en septembre, hein. Donc là, maintenant, on veut vraiment se positionner sur un acteur important du marché du professionnel. On nous a jamais collé cette étiquette-là. Donc aujourd'hui, les leviers de croissance sur le particulier, sur le B2C, on y va avec l'entreprise générale, ça c'est à ma charge. Si on veut aller chercher un CA supplémentaire et peut-être un petit peu plus de marge aussi, parce que le marché du pro est différent, on décide d'y aller, mais j'ai mis un jeune à ce poste-là, quelqu'un qui a une énergie folle, hein, qui est hyper motivé, que j'ai eu avec moi pendant 1 an, qui m'a pas lâché les baskets, donc il est top, mais Delphine, elle a quand même fini par me dire que j'aurais dû avoir endossé ce rôle de représentation, à minima, chose que j'ai confiée et décidé de déléguer, parce que peut-être une mauvaise chose en soi, j'en sais rien. On va enchaîner juste après. Il me semble qu'on a les fameux personas. Alors les personas, qu'est-ce que c'est exactement? Votre client idéal, les clients types. Je l'ai répondu comme ça, mais finalement, est-ce que ça correspond? Ouais, c'est plutôt ça. Aujourd'hui, notre client, c'est un particulier, CSP+, ça veut dire voilà, qui a quand même la volonté de mettre une partie de ses économies ou de sa capacité à emprunter, en tout cas pour faire des projets plutôt d'envergure. C'est des clients qui n'ont pas beaucoup de temps, c'est des clients qui sont exigeants, c'est des clients qui ont besoin d'être pris en main, accompagnés, enfin vraiment le clé en main. Nous, on rencontre le prospect, il n'a pas d'idée. Avec ses idées, on lui construit un projet, on lui dit ce que ça coûte et on lui dit en combien de temps on le fait. Et si tout ça rentre, on fait le projet. Qui se charge de lui suggérer des idées, de l'inspirer? Nos archis. Les archis. Ok, qui sont en contact direct avec le client? Le problème, c'est que moi, je fais tous les premiers rendez-vous. Donc, je viens jamais avec mon archi. Donc, la partie inspirationnelle, comment elle est transmise au client? Parce que je fais un compte rendu du rendez-vous, donc je donne toutes les grandes lignes. En fait, moi, ma mission, pour que vous compreniez, quand beaucoup d'entreprises offrent un service d'archi pour vendre un projet, moi, je vends le projet. Je vends mes honoraires pour faire le projet. Donc, on me prend un peu pour un fou parce qu'on me dit, voilà, aujourd'hui, dans un marché où c'est plutôt quelque chose qu'on a tendance à donner pour que ça serve de levier pour vendre un projet. Moi, je vends la phase d'avant-projet. J'explique au client que la valeur de l'entreprise, elle est ici et qu'il faut débourser pour avoir un projet. Une fois qu'on a le projet, on a défini un programme de travaux, on a défini un cahier des charges et à partir de là, on dit ce que ça coûte. Mais bien sûr, en amont, pour vendre un avant-projet, on a quand même, moi j'ai identifié un budget global parce que le but, c'est de réaliser le projet.
Donc, c'est de présenter quelque chose qui rentre dans la capacité financière du client. Et du coup, qui vend l'idée au client? Qui le fait rêver? Parce que tu sais, t'as dit... C'est pas moi, Ok. c'est l'archi. C'est l'archi qui est Donc, en contact direct, en visio, Dès que j'ai en vendu présentiel. l'avant-projet, Mm. paf, l'archi il prend le relais. Archi est conducteur de travaux, enfin chef de projet. Et là, ils vendent En visio, en présentiel, comment ça se passe? tout en présentiel. En présentiel, ok. Donc, ils se déplacent chez le client. Nos clients, ils sont locaux, donc Ok. on a tendance à se Très déplacer quand même. Ouais. Je sais exactement ce qu'il faut mettre en place dans votre business. Il y a énormément de problèmes dans votre business. Pour autant, c'est pas alarmant non plus, ça va être simple d'ajuster. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prioriser les choses qu'on va devoir traiter là, ici, aujourd'hui. Et pour ça, on a ce joli petit tableau de mots, de problématiques qui sont liées à quelques-unes des choses qu'on maîtrise et qu'on applique chez nous au quotidien. Le premier des points, je vais pas forcément tous les mettre par ordre de priorité, mais clairement, vous manquez de process. Ouais. Vous avez aucun process, c'est compliqué. La problématique, elle se situe aussi au niveau de la trésorerie, mais pas que. De pair avec la trésorerie, c'est la rentabilité, clairement. Délégation, organisation, recrutement, il est là. Ensuite de ça, il y a vraiment tout un point aussi sur l'acquisition. Client. Acquisition client, Ouais, ouais. Acquisition ok. client, structuration. Et j'ai noté, structuration, process, KPI, CRM, commerce, acquisition, pricing, management, délégation, rentabilité, positionnement de marque, expérience, digitalisation, automatisation, IA. En numéro 1, moi j'ai désigné vraiment, et c'est le plus important selon moi, structuration et process. C'est vraiment le plus important qu'on va traiter ici. Parce que aujourd'hui, tout repose sur toi en fait. C'est pas possible. Comme je le dis, la première démarche qu'on doit aller travailler, c'est la tienne. Parce que t'es l'homme clé, t'es l'homme orchestre, c'est toi qui close, c'est toi qui gère, c'est toi qui commande, c'est toi qui supervise, c'est toi qui vérifie, c'est toi qui prends la vision, c'est toi qui prends les décisions, c'est toi qui voilà. Donc c'est pas possible. Le gros problème, c'est ma place au sein de l'entreprise. C'est que je passe par beaucoup trop de tâches. Je suis trop indispensable au bon fonctionnement. Aujourd'hui, si on veut faire scaler l'entreprise, il faut déléguer, il faut mettre en place des process et structurer pour que je ne sois plus toujours le maillon indispensable pour que l'offre puisse fonctionner, quoi. Couper le cordon. Le deuxième point, c'est marge, rentabilité, trésorerie. Ça me paraît vraiment, vraiment important. Le troisième point, c'est tout ce qui est management, délégation, recrutement. Ah bah tu vois, je l'avais mis un peu dans l'ordre en fait, naturellement. Ensuite de ça, le quatrième, c'est digitalisation, automatisation, acquisition. Le cinquième, ça va être l'acquisition de nouveaux clients. Et le sixième, ça va être le positionnement. Non, excuse-moi, hop. Le positionnement en cinquième et le sixième, l'acquisition. Voilà. C'est vraiment dans cet ordre, selon moi, qu'on doit traiter les points aujourd'hui, mais aussi dans les semaines à venir. De cette façon, vous allez pouvoir vraiment avancer. Pourquoi? Parce que là, on va te faire gagner du temps et on va faire gagner en rentabilité mécaniquement à toute l'entreprise parce que ça va avoir un impact sur 100% de toutes les actions et opérations qui vont être menées dans la boîte. On n'a pas la fiche ici, mais j'aurais mis dans le même niveau CRM ici. J'aurais créé une fiche CRM. Deuxième point, marge, rentabilité, trésorerie. C'est pas possible, c'est pas normal de piloter une boîte aussi importante que la vôtre sans visibilité sur les chiffres. Ne serait-ce que par respect pour tes salariés. T'imagines? Du jour au lendemain, tu sais pas me dire si dans 6 mois tu fais faillite. Non, on n'en est pas là. On n'en est pas là, Non. mais on sait jamais selon la conjoncture, etc., Ah la ben, on se rend visibilité. bien compte qu'on est sur un marché qui est fragile, et encore plus aujourd'hui. Et surtout qu'en plus de ça, tu as 4% de marge, t'as un revenu par employé qui est vraiment Élevé. mauvais. Ah oui, ah non, d'accord, mais je pensais au Tu vois coût. Il est vraiment mauvais par rapport à la moyenne du marché. Manque de productivité pour toi? Je pense que c'est plein de choses. Hein. Ici déjà, tu vas augmenter de facilement 20% la chose. Maintenant, la problématique, c'est que même en augmentant de 20%, t'es toujours pas tu rentres dans la moyenne basse de votre marché. Mais du coup, ensuite, il y a toute la partie aussi, et c'est ça le vrai problème, positionnement. Parce qu'à vouloir tout faire et tout accepter, on fait, je vais pas dire on fait rien, non, mais on fait pas bien. En fait, quand tu acceptes tout, soit tu vas accepter de dégrader la qualité, soit tu vas accepter de dégrader ta rentabilité. Vous faites le choix d'accepter de dégrader votre rentabilité. Donc fondamentalement, c'est pas mal pour le client parce qu'il y a du résultat, il est content et c'est rentable. Mais c'est mal pour vous, pour votre entreprise et la pérennité de celle-ci.
Organisation, délégation, recrutement. J'ai regardé un peu le schéma de ce que tu fais au quotidien et t'es presque partout dans les points de contact finalement. Et donc il y a un vrai problème de délégation, peut-être de recrutement, mais assurément d'organisation. Digitalisation, intelligence artificielle, automatisation. Bon on voit même ne serait-ce que par l'exemple des réunions de tout à l'heure ou plein d'autres choses, il y a quasiment rien. Tout est sur papier, tout est sur post-it. Donc ça va pas le faire. Positionnement expérience client, on l'a évoqué. D'ailleurs, expérience client, il y a aussi vos intérêts. Le fait que finalement tu démarres et puis qu'ensuite tu découvres la réalité du chantier ou la réalité du dossier, ça c'est pas normal, c'est éliminatoire. Et acquisition, en fait aujourd'hui, je pense que vous n'avez pas vraiment de système d'acquisition en place et performant parce que vous êtes surtout sur de la mise en relation, sur du bouche à oreille. Mais en même temps, c'est normal parce que vous dites oui à tout. Donc, on sait que vous êtes la boîte qui répond aux besoins et que même si ta boîte elle répond pas aux besoins, au pire tu créeras le besoin en question dans les 6 prochains mois, tu vois. Donc même si tu as envie de On nous appelle même des fois pour fixer des rideaux, je te jure. Ouais, tu vois, on va créer G-Rideau. Voilà. D'ailleurs, j'ai besoin de fixer un rideau dans une de mes pièces chez moi. C'est véridique. Donc, si tu peux venir juste après le consulting. Plus sérieusement, il y a tous ces points à traiter. Donc, on va les traiter par ordre de priorité maintenant. Je sais que quand je suis arrivé chez Entrepreneurs, on m'a posé la question, on m'a dit « Sur quoi est-ce que tu veux travailler ?» C'est pour vous montrer qu'on a à contre-courant là dans cette réunion. Moi, j'ai dit « Je veux de l'acquisition client ». Tu me l'as mis en dernier. Ouais, mais c'est normal. Pratiquement tous les entrepreneurs passent par là. On pense que en mettant plus d'essence, plus de feu, plus de machin dans la machine, ça va marcher. Alors qu'en soi, non. La problématique, c'est que la machine, elle a été mal réglée. Tu vois, c'est juste des réglages, des ajustements. Et ensuite, on pourra faire de l'acquisition. Okay. Donc, c'est vraiment le dernier des points. Moi, j'avais dit, il faut que j'ai plus de clients, il faut que je recrute un commercial. Voilà. C'est simple. Les entrepreneurs ont toujours tendance à penser que le problème, c'est l'acquisition. Parce que c'est plus simple de se dire qu'ils ont besoin de plus de clients pour avoir plus de chiffre d'affaires, pour potentiellement plus de marge, etc., que de se dire que le problème, il est déjà là sous leurs yeux. C'est comme accepter qu'on n'est pas assez. C'est presque un aveu de faiblesse. OK, je gère ma boîte. Vraisemblablement, je la gère pas comme il faut. Il y a des trucs qui vont pas. Parce que je dépense trop d'argent. Parce que j'ai mal recruté. Parce que j'ai mal managé. Parce que si, parce que ça. Je lance des points. C'est pas forcément ceci ici, dans ce cadre-là et sur ce dossier, mais c'est la réalité. Donc, en général, l'entrepreneur va se dire, j'ai besoin de plus de clients. J'ai besoin de plus de chiffre d'affaires. Parce que, en plus de ça, et avec les réseaux, etc., on est toujours dans cette quête à plus de chiffre d'affaires, alors qu'en soi, il faudrait chercher plus d'efficience et plus de rentabilité. Un de tes challenges, en fil conducteur de tout ce que tu évoques depuis tout à l'heure, c'est que dans ton profil de personnalité, tu vas être beaucoup sur comment tu vas être perçu toi et ton entreprise. Et donc en fait, le fait de construire les choses au doigt mouillé, de prendre des décisions par rapport à comment je vais être perçu, quelle image on renvoie, prendre un showroom très grand et ensuite on va voir ce qu'on met dedans, accepter un chantier puis voir dedans est-ce qu'on se met dans la panade ou pas, se précipiter un petit peu à faire la holding avec plein de G en dessous, c'est des choses qui sont intéressantes dans la stratégie. Mais fondamentalement, c'est des actions qui sont quand même très très risquées. Mais étant donné que tu as beaucoup d'énergie, ça fonctionne. Étant donné que tes équipes suivent, ça fonctionne. Mais on arrive à mon sens à une limite qui est que, comme te disait Alec, t'es pas à l'abri d'avoir un retournement de marché ou une difficulté qui peut venir aussi de l'intérieur et qui te pénalise fortement. Donc en gros, c'est pas que t'as construit sur du sable, mais dans la manière dont tu fonctionnes et dont tu penses, tu gagnerais à mettre ton plaisir et ton attrait pour ce qui claque, mais dans la structuration de l'entreprise et dans la manière de fonctionner. Donc pour moi, il y a aussi un enjeu, un mindset très fort dans une capacité à se connaître et comprendre pourquoi je prends des décisions qui sont beaucoup dans la perception de mon entreprise sur le marché plutôt que dans ma perception en intérieur de mon entreprise. Tu vois, ouais, j'ai capté. Ouais, mais je suis OK avec ça. Parce que ça se revoit finalement dans la structuration, dans les process. Ça se voit également dans la partie marge, rentabilité. Ça se voit dans l'organisation. Ça se voit dans l'acquisition. Où en fait, tu n'as pas de système d'acquisition. C'est pas que tu as un problème d'acquisition, c'est qu'il n'y en a pas. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans ce que j'ai pu lire, tu n'as que de la reco ou que du bouche à oreille. Et en fait, ton carnet de commandes à 6 millions, il est rempli que de ça. Chaque année, on met les compteurs à zéro et on fait des métiers, on fait du one-shot, comme on dit, hein, mais avec une grosse part de fidélisation client parce qu'il faut que ce client pour qui on a travaillé, il nous en ramène 3 ou 4, quoi. Sinon, on n'a pas assumé, on n'a pas réalisé correctement notre mission, quoi. Et c'est pareil quand tu penses qu'un bon commercial est bon parce qu'il met de l'énergie. Tu sais, t'as dit tout à l'heure, ton petit jeune que tu formes, tu dis, il est bon, il fait l'énergie, mais il met beaucoup d'énergie, mais on se rend compte, en fait, que ça suffit pas et qu'il y a des lacunes. Et en fait, aujourd'hui,
tu peux vendre beaucoup mieux, beaucoup plus intelligemment, beaucoup plus cher aussi, beaucoup plus smart, sans pour autant mettre beaucoup d'énergie commerciale. Peut-être une forme d'intelligence en complément de toute cette énergie te permettrait de résoudre aussi la partie acquisition, que l'entreprise ne soit plus juste tributaire de toi. Et sur la partie délégation, on va y revenir, ça va être hyper intéressant et très rapide aussi. Et enfin, sur le dernier point, sur la partie positionnement, c'est très révélateur aussi de ta personnalité à toi, qui impacte cette décision, puisque tu dis, on veut pas frustrer, donc on dit oui pour pas être mal perçu ou quelque chose comme ça. Donc en fait, il y a encore une appréhension de comment le marché va percevoir l'entreprise ou comment les gens vont te percevoir à Parce toi. que le boulot, on se rend bien compte qu'il est dur à avoir. Pas vraiment. On a augmenté notre marché, donc on a resserré notre étau. Bon, il y a moins de clients qui répondent à l'offre, donc faut pas passer à côté, quoi. Ouais, mais le boulot, il serait dur à avoir si demain tu étais obligé de faire 80% d'acquisition sur un trafic froid et d'aller chercher des clients ou de faire du porte-à-porte. Est-ce que tu fais du porte-à-porte aujourd'hui? Est-ce que tu fais du Facebook Ads? Est-ce que tu te positionnes sur des appels d'offres? Non. Mais en soi, aujourd'hui, la réalité, c'est que le boulot, il est pas difficile à obtenir, mais il y a beaucoup de choses à changer. Tu vois, il y a quand même un point qu'il faut accepter, c'est que est-ce que tu préfères faire 100 millions avec 100 clients ou 6 millions avec 80 clients, tu vois, par an? 100 millions avec 100 clients. Le seul moyen de le faire, ainsi que la prédictibilité aussi à avoir dans ton business, c'est vraiment d'assumer aussi ce switch de plus en plus B2B plutôt que B2C. L'idée, c'est pas de switcher, Alec, je pense. Non? C'est mon avis. Ouais. Ça reste ton entreprise, tu prends tes décisions. Mais plus tu vas t'orienter vers du B2B, plus tu auras de la facilité à faire des plus gros devis et de la prédictibilité. Ok. Si tu prends la moyenne des 100 plus grosses entreprises dans ton industrie en France, combien font que du B2C? Je sais pas, mais très peu, je pense. Très très peu. Combien acceptent encore de faire du B2C? Très très peu aussi. Par contre, 90, peut-être 99% de leur chiffre d'affaires, c'est du B2B. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, elle va avoir besoin de boîtes comme les vôtres plusieurs fois dans l'année, et ce tous les ans, et ce durant toute leur vie. Alors que moi, imaginons, je veux rénover ma maison, je vais rénover ma maison. Normalement, si le travail est bien fait, je suis tranquille entre 5 à 20 ans. Difficile de faire de la prédictibilité sur ça, sauf si c'est vraiment de la masse énorme. Et finalement, quand tu fais de la masse énorme comme ça, tu deviens quoi? Tu deviens une boîte de data. Donc là, on n'a pas encore de CRM. Donc on va pas tout de suite devenir une boîte de data. On va commencer par mettre un CRM, ce sera le sujet là. Mais je dis pas que tu dois arrêter complètement ton B2C, ce serait très dangereux. Mais assumer progressivement de s'orienter auprès de tes équipes vers du B2B. Et ça passe par quoi? Ça passe par exemple par le fait de se dire, OK, on va catégoriser nos cycles d'acquisition en 3 niveaux. Le niveau B2B, grand compte, c'est toi qui vas le gérer parce que tu es la meilleure personne pour le faire, tu connais par cœur ta boîte, tu sais faire du sales, tu sais vendre, etc. Le mid-range, ce que tu fais aujourd'hui, tu vas pouvoir peut-être à terme recruter une personne senior dans ce domaine-là, un account manager senior lié à ça, qui a déjà fait ça pour d'autres entreprises et qui va te décharger de tout ce que tu fais aujourd'hui. Et les plus petits dossiers, tu peux très bien trouver quelqu'un chez toi qui les gère complètement, tu vois, de façon à pouvoir vraiment te décharger derrière. Ça veut pas dire les abandonner, ça veut juste dire les réattribuer intelligemment à des personnes qui sont en capacité de les faire à ta place pour que toi, tu aies cherché vraiment du gros business pour ta boîte. Et que tu augmentes le panier moyen et assurément, tu vas aussi augmenter mécaniquement la rentabilité, augmenter mécaniquement le revenu par employé, etc., etc. Pour et c'est là où rattraper je suis bon en plus, je le sais. C'est là où t'es bon. C'est là où t'es bon. Donc le reste non. Pareil, la centrale d'achat, éventuellement mettre en place un process où ça te prend 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine pour valider, ajuster, faire monter en compétence une personne. Oui, mais pas plus. Tout ce qui est facture, devis, paye, admin, machin, truc, faut pas que tu passes une seule minute. C'est vraiment hyper important. Donc, pour en revenir à nos priorités, le 1, structuration process. Déjà, premier point, CRM. Il faut mettre en place un CRM. Peu importe lequel, il y en a des très bien. Tu vois, nous, on est partenaire de Odoo, par exemple. On peut très bien vous aider à mettre en place Odoo. On a des experts en interne qui peuvent intégrer ça avec vous, pour vous, et voir comment ça se met en place. Moi, j'ai une question sur le CRM. Parmi les premières choses qui avaient été préconisées quand tu as démarré l'accompagnement, c'était la mise en place d'un fameux CRM. On est en train de le déployer là. Moi, ce qui ressort, c'est que vous avez mentionné un outil MyClick Oui, c'est notre logiciel qui vous sert de... de facturation. Est-ce qu'il y a une notion de CRM là-dedans, dans ce logiciel-là? Je pense qu'elle doit exister, mais on l'exploite pas. On l'a surtout pris pour faire nos devis, factures, calcul de renta, intégration des temps de travail et des achats. Mais on doit l'avoir en CRM aussi, je pense. Ouais, c'est logiciel de gestion, CRM, ERP pour TPE-PME. Selon toi, qu'est-ce qui fait que
aujourd'hui tu sous-exploites un outil comme MyClick ou comme demain Odoo ou HubSpot? Parce que j'ai l'impression d'être tiré vers des missions au quotidien qui me sont de dire faut que je signe des chantiers parce que c'est le nerf de la guerre et en fait je prends pas de recul sur mon business et du coup je prends pas de temps pour analyser, pour essayer de comprendre, me former moi-même, former les autres. Si demain, c'est plus toi qui fais les devis, c'est plus toi qui fais la saisie sur ces outils-là, qu'est-ce qui bloquerait l'entreprise à bien exploiter en fait un CRM? Rien, faut juste se former. Hein. Donc aujourd'hui, le point de blocage qui se manifeste par toi, c'est le fait que en fait tu fais des choses qui finalement ne te stimulent pas ou qui sont pas à forte valeur ajoutée. Ouais, je les délègue pas par manque de temps aussi. Et souvent, quand je sens qu'une tâche va prendre du temps, comme on est toujours à la bourre, j'essaie de la faire. Tu délègues pas par manque de temps. Ouais. Analyse aussi cette phrase que tu viens de dire. Délègue pas par manque de temps. Oui, j'ai conscience. Quand j'ai regardé Alec et que je lui ai dit j'ai pas le temps de déléguer, au moment où je me voyais en face de moi en train de dire ce que j'étais en train de dire et je me dis mais en fait voilà la réponse je l'ai, il y a un problème dans l'équation et en fait le temps faut le prendre parce que le temps qu'on va prendre ou perdre peut-être au début on va le gagner fois 1000 derrière donc faut arrêter, faut prendre le temps de former, faut prendre le temps de déléguer, faut mettre en place des outils de contrôle et parce que moi derrière tout le temps que je vais gagner, je vais le mettre à profit pour des choses sur lesquelles je suis performant et je suis doué. Enfin, je pense que c'est un vrai levier de croissance. Tu veux surtout tout contrôler aussi. Il y a un manque de temps, mais il y a surtout aussi le fait que tu aimes bien avoir un peu la main sur tout. Quand tu crées une boîte que tu appelles G-Décor, ça veut quand même dire Jardina Décor. Donc c'est une boîte que tu incarnes. Tu te la crées quand tu as 19 ans, 15 ans plus tard, elle est toujours là, elle est bien positionnée sur son marché, elle est connue, reconnue. On nous appelle tous les jours pour que nos services puissent être mis à profit sur des projets. Mais j'ai trop construit l'entreprise autour de moi et j'ai tellement peur de perdre l'ADN en déléguant un certain nombre de tâches. C'est le cas de beaucoup de dirigeants, mais quand on veut faire plus et surtout faire mieux, faut passer à l'étape d'après, quoi. De mon analyse à moi, mais aussi des échanges que j'ai pu avoir avec Solène et des replays que j'ai pu regarder sur les Fathom, tu sais, les outils d'enregistrement, il y a une forme de résistance à du changement parce que justement t'as pas le temps. Et c'est pour ça que tu as peut-être préféré la deuxième partie de l'accompagnement parce qu'il y avait moins de challenge où la dynamique ou l'énergie était différente. Moi, je t'inviterais vraiment aussi à mettre un point de vigilance sur cette résistance que tu aurais parfois à mettre en application certaines choses. Et l'idée, c'est pas de se dire comment moi je peux le mettre en application dans l'entreprise, mais comment mon entreprise peut le mettre en application. Et c'est la fameuse phrase, et d'ailleurs qui porte le titre d'un super livre, qui s'appelle « Qui et pas comment ». Et en fait, à chaque fois que tu te poses la question du comment, c'est que tu te poses la mauvaise question en tant qu'un dirigeant d'une boîte à 6 millions et qui demain fera 10, 20, 30, 40, 50. Donc à partir d'aujourd'hui, moi je t'invite même à le noter en gros, c'est ne plus te dire comment je peux faire ça, mais c'est plutôt qui peut faire ça dans ma boîte. Aujourd'hui, tu vois, typiquement le CRM, c'est pas te dire ah mince, il faut que je forme des gens, c'est ok, on a MyClick, c'est un ERP, qui peut évaluer en fait à quel point il est optimisé pour nous? Bah tiens, qui peut le faire dans la boîte? Christelle? Ok. Et qui peut checker le CRM et voir si en fait il est efficient pour vous ou si c'est mieux d'avoir un Odoo? Moi, je pense que c'est moi. Qui d'autre? Tu Moi? pourrais t'en charger? Oui. Ouais. Ok. Comment tu pourrais t'aider pour faire ça encore plus efficacement et de manière plus factuelle? Déjà, faut faire pour voir là où après je pourrais arranger, mais déjà, faut tester. Le problème, c'est que j'ai l'impression que moi, je vois que ça fait quoi, presque 2 ans qu'on a MyClick, et avant, on avait autre chose. Ouais. On a pris ça uniquement parce que c'était le seul outil informatique qui répondait à notre problématique, qui était de dire, G-Décor facture, et il faut qu'on automatise la facturation des filiales. Okay. Parce que genre, on avait quelqu'un à plein temps qui faisait que de la facturation en interne. Ah oui, parce que tu crées une boîte par besoin. J'avais oublié. Ce que tu fais, déjà, c'est pas toi qui fera l'évaluation. Ce sera potentiellement toi ou un collaborateur qui peut t'aider, qui comprend les besoins et les features des logiciels. Donc, les features, c'est les fonctionnalités. L'idée, c'est que tu puisses, en étape 1, lister qu'est-ce qu'on utilise dans MyClick. Puis en étape 2, ce que tu feras, c'est que tu vas lister de quoi vous avez besoin aujourd'hui que vous ne faites pas faire via un CRM, donc dans les opérations quotidiennes qui pourraient être implémentées dans un CRM. Donc ça, c'est ta deuxième étape. Et la troisième étape, c'est que tu rentres tout dans ChatGPT ou Gemini ou l'intelligence artificielle de votre choix. Et ensuite, vous lui demandez simplement que sur base des besoins et des fonctionnalités des différents CRM, qu'ils puissent vous benchmarker ce qui est le plus approprié pour votre domaine, en disant que vous avez une préférence pour un outil open source comme Odoo, ou éventuellement comme un outil plus poussé comme HubSpot. Et à partir de là, tu lui demandes de mettre tout sous une forme de tableau avec une pondération, donc ça veut dire avec des pourcentages par fonctionnalité. Et à la fin, ça va venir te comparer le pourquoi du comment avec des chiffres factuels
sur pourquoi préconiser l'un plutôt que l'autre. Et là, en fait, c'est juste une phase analytique et décisionnelle globale. Et ensuite, tu passeras éventuellement à l'étape 2 qui est, on va quand même le tester un petit peu, voir si ça convient ou pas. Et il faut exploiter vraiment 100% de ce qui vous est mis à disposition dans les outils. Non, mais j'en ai bien conscience, mais il faut avoir cette force de recul, ce temps qu'on s'accorde dans notre planning chargé pour réfléchir à ça, non? Mais non, c'est plus comment, mais c'est qui maintenant? Ah, mais bon, si ton business, c'est toi qui le fais, faut être chez les clients. Il y a un truc qui me bloque, ouais, mais je comprends. Ton business, c'est pas toi qui le fais. Je sais. C'est aussi toi qui le fais. Mais vous êtes quasiment 50 avec les prestataires. Le vrai sujet aussi, c'est que si quand tu dis la question, enfin quand tu poses la question qui, tu ne sais pas répondre, c'est peut-être que tu as les mauvais collaborateurs. Ok. Certainement qu'ils sont bons à faire des choses, mais aujourd'hui, la boîte, c'est plus la boîte qui était la boîte il y a 2 ans, la boîte il y a 5 ans, etc. Et si quand tu as besoin d'un truc, tu peux pas faire confiance, t'es pas serein, et tu te dis que c'est jamais mieux fait que par toi-même, c'est ça le sujet, tu vois. Parce qu'avant, tout à l'heure, directement, le premier réflexe, c'est de dire, moi, je tout de suite, je connais le business. Ouais, mais t'as 47 ou 40 pecs, 47 collaborateurs, plus de 40 personnes en tout cas. Si t'es le seul sur qui tu peux compter, c'est qu'il y a un problème. Là, bon, c'est la Tu devrais avoir facilité, là. 40 mecs meilleurs, ou nana, peu importe, meilleurs que toi, au moins sur un sujet, idéalement sur 2 ou 3, et qui fait que tu te dises, wow, On a déjà parlé de ça. j'aurais jamais été capable de faire ça, je suis époustouflé par ça, waouh. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est très difficile de trouver les bons collaborateurs. D'autant plus dans des domaines très terrain, très techniques, c'est pas facile. Et il y a plein de choses qui doivent être mises en place pour pouvoir attirer les meilleurs talents. Donc il y a vraiment ce point. Et tu vois, t'as pas le temps de le faire parce que t'es trop pris sur d'autres trucs. Ouais. Alors qu'en soi, tu sais consciemment que tous les autres trucs que tu fais, tu perds peut-être entre 2 et 10% de marge parce que t'as pas le temps de le faire. Le pire, c'est que j'en ai conscience. Ah oui, mais donc il faut accepter de peut-être faire un peu moins de chiffre d'affaires un mois ou autre ou déléguer cette partie-là à quelqu'un pour pouvoir le faire. Mais de l'autre côté, vu que t'as pas de trésorerie ou t'as pas de visibilité sur ton cash et que t'as des salariés à payer, qui plus est que tu payes peut-être trop cher ou pas assez par rapport à l'efficience de ta boîte au global, t'es obligé de le faire quand même. Donc en fait, qu'est-ce que tu t'es créé ici? Une prison. Une prison, une spirale infernale qui ne cesse de continuer et t'allais aller encore plus dans ce trou-là en te disant dès le premier point, moi je veux plus d'acquisition client. Voilà. J'aime encore plus me changer. T'allais encore plus te charger, encore plus voilà. Donc effectivement, comme l'a très bien décrit Anis, il faut cartographier tous les flux internes, il faut mettre en place 6 process prioritaires, à commencer par ceux qu'on a évoqués et bien d'autres, qualification de client, avant-projet, devis, handover, suivi chantier, facturation, chaque process structuré tel que tu l'as fait ici, mais encore plus avec de l'IA, etc. Mettre en place des rituels de pilotage extrêmement clairs, mais des fois des petites réunions, ne serait-ce que de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, par contre les structurer, c'est pas genre il y a un tas de dossiers sur la table et puis bon, alors celui-là, c'est quoi? Ouais, on en est où ça les gars? C'est un peu comme ça que ça se passe, non? C'est un peu ça, C'est exactement ça. c'est exactement ça. Abuse. Ouais, c'est exactement ça, sauf qu'on l'ouvre pas, on pose le nom. Et Non, c'est mais voilà. ça. En plus on l'ouvre pas, ouais. Donc il y a le dossier, mais on l'ouvre pas parce que tout est dans la tête. Bah ouais, et puis en plus c'est même pas écrit. Enfin si, c'est écrit pardon sur le post-it, celui-là. Sur notre gueule, là. Non mais non, je me fous pas de votre gueule. C'est réel ce que je suis en train de dire. Je suis pas dans beau bureau, mais j'y suis spirituellement. Tu vois, je le sais déjà. Donc ça, il faut arrêter en fait. Si vous faisiez 300 000 euros de chiffre d'affaires et que vous avez votre boîte depuis 6 mois, ça peut être acceptable. Mais là, en plus, vous êtes accompagné par entrepreneurs.com. Nous, on est là pour vous faire scaler. Donc ça veut dire que là, vous faites 6 millions, c'est joli. Mais la next step, c'est 10. Ah non, après, c'est 20, etc. Aujourd'hui, c'est absolument C'est 30, inenvisageable Faut qu'on monte. de scaler là-dessus. Ah ouais, non, Enfin, ok. on vous mettrait en danger que de vous dire go. Moi, je suis à la appuie fin sur le d'un champignon. cycle, là, il faut qu'on monte. Eh ouais. T'imagines, tu fais 6 millions, 4% de marge nette, donc c'est quoi? C'est de résultats comptables, globalement, ou de marge net. 4% de 6, ça fait combien? Ça fait 300 000. Un peu moins, ouais. 250 000, ouais. Ok, 250 000, c'est ce que peut faire un plombier quasiment tout seul aujourd'hui, à l'année. Et quasiment tout dans sa poche. Ouais. Allez, 2 plombiers? Non, quand même. Ça dépend. Est-ce que ce plombier est accompagné par entrepreneurs.com ou pas? C'est la seule question il à fera poser. plus. Tu vois, il fera plus certainement. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec certains. Non, mais c'est vrai, nous on accompagne des boîtes dans la plomberie. Il y a des plombiers qui font 20 000
de CA avec quasiment que de la prestation nette. Avec très peu de charge, bien sûr. Ils sont seuls ou ils sont deux. Il y a un moment donné où c'est vrai aussi de prendre conscience et de se dire à quoi bon faire plus si déjà en fait il reste pas grand chose à la fin de l'année. Donc en fait c'est pour la gloire. Et on n'est pas là pour la gloire. Non, bien sûr. Après, on a la direction, les collaborateurs, toute la structure, on paye tout en amont. Hein. Dans votre domaine d'activité, est-ce qu'il y a des boîtes qui tendent vers un 50% de marge brute? Non. Non. On est dans la moyenne, ouais, exactement. On pourrait même être au-dessus, je pense quand même. Assurément, on pourrait être au-dessus. Largement. Okay. Largement parce que on a cette bonne réputation d'être cher. Et pour moi, c'est une bonne réputation parce que le client, il perçoit de la valeur dans notre prix. Donc c'est pas comme si on était cher et qu'on fournissait pas derrière. C'est bien parce que dans les préconisations, je vais vous faire augmenter vos prix de 5 à 8% encore. Donc ce serait un petit peu plus cher. Ça va, 5 à 8%. Tu vas aimer ça, toi. Mais oui. 5 à 8%. Si déjà sur la partie marge, effectivement, on a la possibilité de jouer sur le levier du pricing. Ça, c'est une chose, c'est quelque chose qui est toujours malléable. Ce qui est moins malléable aujourd'hui, c'est les charges fixes au niveau des collaborateurs, au niveau des coûts, de l'amortissement du showroom et de tous ces éléments-là, en fait, qui ont un coût mensuel et également annuel. Donc ça, on peut moins jouer dessus. L'élément sur lequel on peut venir jouer, principal, c'est le choix des bons dossiers et le montage et la préparation de ces dossiers pour savoir si on y va ou on n'y va pas. Je suis à 100% d'accord avec Donc toi. sur l'année, là-dessus. rien qu'avec ça, donc en fait, on n'aura rien changé. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas d'acquisition, il n'y a pas de recrutement, il n'y a pas de délégation. Il y a juste, je travaille mieux mon dossier et je suis plus sélectif. Parce qu'en réalité, tout à l'heure, on vous a dit que vous perdiez de l'argent là-dessus. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas que vous perdez de l'argent à accepter de poser des rideaux. C'est que vous avez un énorme coût d'opportunité parce que vous avez un énorme manque à gagner à le faire. Et simplement, en vous positionnant, en te disant, aujourd'hui, voici les critères qui font que j'accepte ou pas un dossier. Tu vas le faire le premier mois, mais tu vas tellement avoir plus d'énergie pour mieux ficeler tes dossiers, qui sont plus onéreux, avec plus de marge, qui sont plus stimulants, mieux faits, mettre plus d'énergie dans des stratégies de conversion dans ton showroom, parce que les gens viennent dans le showroom. Je suis sûr qu'il y a des gens qu'on convertit pas alors qu'on pourrait les convertir. Complètement. Tu vois? Donc en fait, ton énergie elle va être mise ailleurs et tu vas te rendre compte que en changeant rien, tu changes tout. Ouais, je suis d'accord, mais je vais te donner un exemple. Si je te dis que je viens de signer un projet à presque 500 000 euros pour une maison, parce qu'il y a 2 ans, on lui a fait sa salle de bain dans sa précédente maison. Ok. Donc, entre guillemets, aujourd'hui, on va dans le sens où on se dit, il faut qu'on arrête de faire des salles de bain, parce qu'on y met trop d'énergie, c'est chronophage, et là, on ne s'y retrouve pas. Ouais. C'est factuel, en plus. Mais pour autant, ce projet-là, on l'a eu grâce à ça. Mais en fait, on peut choisir l'histoire qu'on veut se raconter. Et moi, j'ai envie que tu choisisses l'histoire de, à partir d'aujourd'hui, mon temps, mon énergie, mon argent et celle de mes collaborateurs, et l'énergie et le temps de mes collaborateurs, il va être mis sur des dossiers qui sont à la hauteur de qu'est-ce que j'ai envie que l'entreprise incarne. En fait, comment dans ton écosystème tu veux être perçu, puisque ça c'est quelque chose qui est important pour toi. Ben, liste-toi comment tu veux être perçu et fais des choix à la hauteur en fait de cette perception. Je l'ai la réponse. Ouais. Donc vous y êtes. Il faut simplement être plus vigilant sur la préparation du dossier et le choix. On n'a pas creusé sur la partie rituelle, mais aussi rituel interne au niveau du pilotage de l'entreprise. Donc ça implique avoir des tableaux de trésorerie clairs. On va passer au deuxième point, marge, rentabilité, trésorerie, où il faut que vous sachiez c'est quoi votre CA signé, soit par semaine, soit bimensuel, soit mensuel, la marge, le cash disponible, la projection de trésorerie. Et donc pour ça, faut mettre en place le suivi de marge par chantier, hyper important, parce que en fait aujourd'hui vous acceptez tout parce que vous vous rendez pas compte combien ça vous coûte d'accepter ces chantiers. Par contre, imagine si demain tu prends les 20 derniers chantiers ou 50 derniers chantiers ou 100 derniers chantiers, tu as différentes variables avec des KPI clairs qui ont été déterminés et qui sont impartiales dans l'ensemble de l'entreprise, qu'en plus tu pondères ça avec tes charges et puis le coût par employé à chaque fois, ainsi que le coût d'acquisition que vous avez par chantier, parce que vous payez des commissions, vous faites un peu de pub, etc. Et que tu vois qu'en fait, tu fais des chantiers et tu perds de l'argent. Et c'est là où est votre marge. Parce qu'en fait, dans l'ensemble aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de KPI, c'est pas normal que vous ayez une marge nette à plus ou moins 30 et que vous finissez à 4. Ça veut obligatoirement dire qu'il y a certains chantiers où vous perdez de l'argent. Oui. Vous payez vos clients pour travailler pour eux. C'est exactement ça. Parce qu'il n'y a pas de chiffre. Donc ça, c'est le premier des points. Vraiment mettre en place des suivis de marge chantier. Ça doit être une priorité absolue. Il faut déterminer la personne qui va en être responsable. Typiquement, ça peut être toi. Et ça, c'est une question de survie. Chaque mois qui passe où ce n'est pas mis en place, vous perdez de l'argent. Donc, à la rigueur, même payer un consultant extérieur si vous n'avez pas forcément la compétence en interne ou il y a des doutes, etc. 2-3 000 euros, il n'y a pas besoin de payer plus. Pour mettre en place ça, ce sont des centaines de milliers d'euros de marge nette que vous allez avoir en plus chaque année une fois ça mis en place. Et surtout, une vraie capacité à pouvoir piloter et puis prendre des décisions sur ce type de chantier. S'il y a tel critère, on élimine.
Quand Anis nous indique que littéralement on paye pour travailler, ça marque déjà. Ça nous donne un petit coup de choc en se disant va falloir qu'on agisse très 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 rapidement. Et c'est bien d'ailleurs, derrière il nous donne un peu des échéances en lui disant dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, donc c'est excellent. Ah non mais ce moment-là il est assez violent quand même. Ouais mais moi je l'ai bien pris. Non mais violent dans le sens où en fait je pense on se rend compte de ça, mais on a un bateau qui est lourd, on a une entreprise qui a de la notoriété, à l'image du client, voilà. Mais on se rend bien compte qu'on a vraiment des grosses lacunes à corriger, et quand on prend conscience qu'on doit payer pour travailler, et ce qui est pas forcément qu'une métaphore, c'est une vérité quoi. Vous allez faire une séance avec Hicham, c'est notre expert finance, c'est notre DAF externalisé. Et suite à cette session expert finance, on va vous offrir un dashboard de pilotage financier. Parce qu'aujourd'hui, comme vous êtes en voie d'avoir votre propre CRM, vos outils de pilotage, ce qu'il vous faut, c'est une solution rapide d'urgence et qui fonctionne, qui vous permet d'avoir une visibilité sur où est-ce que vous allez et de traquer en fait semaine après semaine. Je suis OK à 100%. Donc, ces 2 actions-là, elles vont être vraiment salvatrices et elles vont représenter un vrai game changer pour vous. Et c'est quelque chose qu'il faut déployer dans les 2 prochaines semaines. Ensuite de ça, standardiser les facturations. Aujourd'hui, comment vous facturez? Est-ce qu'il y a des acomptes obligatoires avant démarrage? Comment c'est fait? 40, 40, 20? Est-ce que vous avez des impayés? Est-ce qu'il y a des tableaux liés aux encaissements, aux décaissements, aux prévisionnels, aux impayés? Comment vous gérez cette partie-là? On a un Excel, nous, sur le suivi de la facturation. On rentre nos ventes et on sait si on a été payé ou pas. Ok. On a un acompte à la commande, on a des situations à l'avancement et on a un solde à l'achèvement des travaux. Par contre, on n'a pas on a à travers les tâches déroulées, définir enfin une stratégie de se dire à tel moment on facture tant de pourcents parce qu'on en est là sur le projet, donc ça on a essayé de le standardiser. Donc ça va donner l'indicateur à la facturation de savoir à quel moment il faut le faire, à savoir que quand même le moment où on décide d'éditer une facture, c'est pendant la réunion. Qui peut se charger de venir implémenter et remplir et nourrir ce tableau sur base des chiffres dont il dispose? Moi en tout cas c'est la mission de Jules, c'est celle qu'on lui a donnée. Ouais. Magnifique. Lui c'est lui qui va tenir tout ça. Trop bien, trop bien. À quel point, au feeling, sur une échelle de 1 à 10, tu te sens à l'aise sur cette partie analytique et suivi financier? Bon, magnifique. Mais il y a quand même un truc qui nous échappe et je veux le dire, juste une seconde, c'est quand même pour faire un tableau de ce qui est existant. Nous, avant 2021, alors tu vas me dire c'est un marché global, avant 2021, on avait plus d'1 million d'euros sur notre compte. Aujourd'hui, on en a 250, 300. On a l'impression d'avoir poussé l'entreprise vers un marché plus premium, mais on a perdu en rentabilité, on a perdu en trésorerie. C'est là qu'il y a un truc qui nous échappe. Alors, oui, tu n'as pas perdu en rentabilité, perdu en trésorerie, tu as juste perdu de l'argent. Ouais. C'est complètement différent. Tu vois? C'est complètement différent. Et ça revient sur le fait que, encore une fois, vous payez pour travailler parce que vous ne pilotez pas votre entreprise. Vous êtes juste piloté par elle. Ok. Tu vois? C'est pas toi qui dirige ta boîte, c'est la boîte qui te dirige. Elle dirige aussi tous tes collaborateurs et elle dirige toutes les actions que vous mettez en place. La preuve, là, vous avez travaillé comme des forcenés pendant 4 ans et pour autant, vous avez perdu 750 000 euros. Il y a des choses vraiment importantes là à changer et ça passe par les KPI, ça passe par les chiffres, ça passe par le tableau de trésorerie à 13 semaines qui est une base fondamentale, encore plus dans une boîte comme la vôtre. Entrée, sortie, solde hebdomadaire, lecture partagée des comptes en automatique via des CRM ou des dashboards. Il en existe plein, des outils comme Rocketline ou autres. Enfin, tu les mets en 2 clics pour des systèmes groupes ou des systèmes individuels et ça fonctionne. Sinon, vous allez continuer et c'est quoi la prochaine étape? On va passer de 250 000 à 150, à 150 à 70. Et puis là, d'un coup, on est très short cash, mais on a continué à recruter. On est 56 collaborateurs maintenant. On a 70 000 euros. Toi, tu fais quoi? Tu dois continuer à prendre ton téléphone encore plus. Et puis, on commence à lésiner sur d'autres choses qui sont importantes. Et puis, on repasse dans un cycle où tu es à ça du burn-out où tu le fais. T'as tapé un 1 million de trésor, mais après, tu t'es mangé la TVA. Showroom aussi. Après, il y a eu le showroom qui était un investissement important. Et puis après, tu payes ton IS. C'est exactement la même année où j'ai craqué aussi, quand j'ai fini le bâtiment en 2021. Ouais. Et ça a duré 2 ans. La majorité des dirigeants se rendent pas compte que comme eux, à certains égards, ils travaillent à perte, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de KPI. Ils n'ont pas de chiffres dans leur business, ils n'ont pas de tableau. Encore plus dans un business comme celui-ci où finalement, on peut segmenter par chantier, par dossier, la rentabilité globale de l'opération. Que ce soit par les erreurs, par les coûts, par la matière première, par les effectifs, par les coûts fixes, par les coûts variables, par les taxes, l'ensemble d'éléments
qu'on peut ou pas maîtriser à certains égards, mais qui permettent d'avoir une projection claire sur les chiffres. Et donc, derrière, si on a la capacité à pouvoir identifier combien nous coûte l'acquisition de tel client, combien nous coûte la gestion de tel client, combien nous coûte la livraison de tel client, etc., on arrive tout de suite à projeter sa trésorerie au sens des plans de paiement potentiels, des défauts de paiement ou de la tolérance aux défauts de paiement ou de la tolérance à certaines erreurs potentielles, et puis surtout de la priorisation quant aux différents clients qu'on va aller chercher, ou même à ceux qu'on va refuser. Parce qu'un des points, et tout de suite ça m'a fait tilt lorsqu'ils m'ont dit, on accepte toutes les demandes. Tu peux pas être rentable ou tu peux pas être optimisé en tout cas en acceptant toutes les demandes. Impossible. Une boîte, elle doit parfois être en capacité de refuser au moins autant de clients qu'elle est prête à accepter si son marketing est puissant et si réellement elle veut optimiser sa rentabilité. C'est impossible autrement. J'ai l'impression qu'on était quand même sur un marché qui était beaucoup plus généreux en termes d'acquisition client. Ou quand on a un dossier qui pétait ou qui se décalait de 3 mois, on en avait 2 qui attendaient derrière. Et aujourd'hui, le marché, c'est plus celui-là aussi. Hein. Tu as des marchés qui sont porteurs et tu as des marchés qui sont en difficulté. Ça, c'est à chaque fois et c'est universel et ça changera pas. Pour autant, dans des marchés, quand ils sont porteurs, tu as des boîtes qui croient et tu en as d'autres qui décroient, voire qui décèdent. Et dans des marchés qui sont en difficulté, tu as des boîtes qui croient et tu as des boîtes qui décèdent également. Là, oui, le marché n'était pas forcément favorable, c'est vrai, mais tu crois que vous avez eu de la croissance. Alors en réalité, oui, de la croissance, mais à quel prix? Parce que est-ce que, encore une fois, on veut uniquement faire croître le chiffre d'affaires ou on veut faire croître la marge, la rentabilité, l'efficacité opérationnelle? Là, vous avez fait croître le chiffre d'affaires uniquement. L'idée, c'est qu'on continue à maintenir un certain chiffre d'affaires, mais qu'on accepte peut-être de diminuer un tout petit peu temporairement ce chiffre d'affaires, mais pour revenir sur quelque chose de beaucoup plus sain qui nous permet d'avoir une vraie croissance au niveau de l'EBITDA, au niveau de l'efficacité opérationnelle et au niveau de la saineté des choses, et qu'ensuite on puisse travailler sur des bases solides. Pour en revenir à nos différents points, il y a la partie organisation, délégation, recrutement. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un organigramme clair de l'ensemble de l'entreprise? Ça, c'est l'organigramme idéal. C'est ça. Ok. Qu'est-ce qui empêche d'aller à ça aujourd'hui? Absolument rien. C'est la résistance au changement. Donc là, par exemple, si tu rentres et que tu fais une réunion, tu montres ça et tu dis bonjour. À partir de maintenant, c'est ça l'organigramme. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Dans quelle mesure les gens vont accepter ou rejeter le changement? Et surtout, la question la plus importante, c'est est-ce que selon toi, chaque personne est au meilleur endroit et qu'à chaque endroit, tu te dis oh, j'ai un tueur ici, qu'est-ce que je suis fier de bosser avec cette personne, c'est incroyable. Il y a un truc chez nous, c'est que 80% de ces gens-là sont soit des gens de ma famille, soit mes amis. Ouais. Donc il y a beaucoup d'affect aussi dans les prises de décision. Ouais. Et par moments, on a aussi conscience qu'il y a un manque de compétences. Ouais. Pas le fait d'être au bon ou mauvais endroit, parce que je pense qu'ici, tout le monde est à la bonne place. Si on en retire le meilleur de chacun. Par contre, est-ce que tout le monde est au niveau? Je suis moins sûr. D'accord. Bon, si t'es moins sûr, c'est que t'as juste pas envie de dire qu'ils ne le sont pas parce que tu as de l'affection pour eux et c'est légitime, je comprends. Maintenant, aujourd'hui, ta boîte, c'est pas une association. Dans les gracieuses. Voilà, c'est parce que, enfin, on pourrait presque le dire parce que 4% de marge, c'est proche de zéro. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir des discussions, tu vois, claires avec ces gens-là. Et si tu veux pas les remercier, dans ce cas, redéfinir leurs responsabilités, leur position dans l'organigramme, et puis surtout cadrer un plan de montée en compétences ou un plan d'optimisation de leur quotidien avec de l'IA ou avec des process ou avec d'autres choses pour faire en sorte que réellement ils deviennent, voilà, ils passent de personnes que tu estimes peut-être pas suffisamment compétentes pour être efficaces à progressivement de plus en plus compétentes. Moi, je comprends tout à fait parce que j'ai fait beaucoup de recrutement basé sur les soft skills plus que les hard skills, donc sur la personnalité et l'attitude plus que les compétences ou les aptitudes. Et je mise énormément sur le long terme et sur la montée en compétences de certaines personnes. Au point même où aujourd'hui, on définit un de nos, voire notre meilleur collaborateur comme étant responsable de la montée en compétences et en puissance de l'ensemble du reste, tellement qu'on valorise le fait que chacun doit pouvoir être accompagné et avoir les meilleures dispositions. Donc aujourd'hui, ce rôle, c'est toi qui dois l'assumer, sauf que tu peux pas, encore une fois, parce que tu dois chercher des clients. Donc j'imagine que parfois avec Joséphine ou Yves, tu vas passer très peu de temps avec eux, voire pas du tout. Pas du tout. Voilà, parce qu'en fait, tu peux pas. Donc il va falloir là aussi regagner un petit peu de temps ou définir la meilleure personne pour le faire, qui va vraiment mettre en place un plan pour les faire monter en compétences. Sans quoi, c'est malheureux, mais tu devras t'en séparer.
Non. Donc en fait, c'est une non-décision. T'as pas le choix. Soit tu mets en place des choses pour leur permettre d'être réellement performants au niveau de l'entreprise parce qu'il est en bas de sa survie et de la leur dans l'organisation également. Soit tu continues de te dire on n'a pas le temps et pas la possibilité, mais donc tu acceptes que tu repousses juste une échéance et l'échéance arrivera à terme lorsque on est là tu pour que auras... ça change, Alec. Voilà. Voilà. Donc il faut le faire. Il faut le faire. Le problème d'un profil comme Sébastien, c'est que, comme beaucoup de TPE, PME, il y a le mode artisan qui est activé, il n'y a pas le mode manager, il n'y a pas le mode stratège. Et donc, 100% des choses qu'il met en place dépendent indirectement de son temps et de son énergie. Parce qu'il ne sait pas déléguer, il n'ose pas déléguer, il a délégué peut-être aux mauvaises personnes à certains moments, et donc il compense. Et en plus de ça, c'est amplifié par le fait qu'il a essentiellement recruté des proches. Donc, il n'a pas envie de les blesser. Il n'a pas envie de leur dire que potentiellement c'est mal fait. Il n'a pas envie de peut-être trop les challenger. Là, encore une fois, c'est une projection, c'est pas une certitude. Mais dans tous les cas, assurément, il est un profil qui préfère compenser. Il préfère compenser de lui-même et en pâtir. Je sais pas comment il tient encore debout parce qu'il y a énormément de stress et de charges qui lui incombent de par la structure de sa boîte. Donc, beaucoup de respect, je l'ai exprimé à plusieurs reprises dans le consulting, beaucoup de respect pour lui. Mais effectivement, beaucoup de chefs d'entreprise, de TPE, PME sont exactement dans la même situation et se retrouvent malheureusement à ne pas se poser les bonnes questions quant aux tâches qu'ils doivent déléguer, à qui ils doivent les déléguer, comment et pourquoi. Donc ils doivent tout simplement accepter de déléguer ou accepter de se délester de personnes ou revoir la structure organisationnelle, repositionner les choses et faire en sorte que les personnes aient conscience de la chance qu'ils ont et du sacrifice qui est fait par le dirigeant, qu'elles utilisent les bons outils, qu'elles montent en compétences et qu'elles se concentrent sur le fait d'apporter réellement de la valeur ajoutée à l'entreprise. Non pas qu'elles n'en apportent pas aujourd'hui, mais qu'elles pourraient en apporter davantage avec quelques ajustements. Tout le monde le connaît ce schéma. Ok. Ce qui nous a fait jusqu'à aujourd'hui ne pas mettre en place ça, c'est parce que c'était important qu'on passe par cette phase de déroulement de tâches. Ouais. Faut qu'on vraiment puisse lister les missions à chacun. Là maintenant, on est en train d'implémenter ça dans Clovis. L'objectif pour nous, là, c'est une question de 2 semaines. de jours ou de semaines. Ok. Le prochain projet qui rentre, on les rentre dans le process. D'ailleurs, celui qu'on a démarré, on l'a rentré dedans direct. Donc là, c'est bon. Donc, ça c'est le nouvel organigramme. Il est effectif à partir de quand? Aujourd'hui, Donc c'est aujourd'hui que tu vas le communiquer à des équipes, c'est effectif? le 1er novembre, on peut Ok. le mettre en place. 1er novembre, c'est une bonne Ouais. deadline. Comment vous allez le rendre effectif? Comment vous allez le communiquer? Ça, c'est ton rôle également. Justement, en face de chaque individu et en face de chaque pôle, mettre en place un onboarding sur 1 mois, puis sur 3 mois avec des OKR, au même titre que toi, Youssef, en tant que directeur des Je opérations. pense que par c'est rapport... là-dessus qu'il va falloir qu'on travaille maintenant. Eh ouais, tu vois. Et pour chaque personne. Donc là, il y a peut-être 15 personnes sur le tableau. Vous en avez plus d'une quarantaine au total. Chaque personne va être touchée indirectement par ça. Donc, il y a vraiment un sujet là-dessus. Une fois que tu as défini les rôles de chacun, tu dois définir les responsabilités de chacun. C'est hyper important parce que sinon, il va se passer quoi? Il va se passer du micromanagement, une problématique de communication, chose que tu évoquais avec les outils où finalement ça communique C'est ce que pas. je fais moi au quotidien, voilà, micromanagement. Et tu vois, micromanagement au quotidien. Donc, tu vois, tu le dis, c'est magnifique. Donc, au moins, tu en as conscience. On va éliminer ça en donnant des responsabilités claires à chacun. Par contre, tu dois recruter un chargé d'affaires senior qui va te décharger d'au moins 50% de toute la partie commerciale que tu fais pour que toi, tu continues à faire du commerce, mais sur des dossiers beaucoup plus gros, beaucoup plus intéressants, beaucoup plus chiffrés, avec du B2B peut-être ou d'autres choses. Réfléchir à la stratégie, à la vision, prendre du temps sur les choses qui comptent réellement et qui viendra travailler en collaboration avec Mustapha ou toute personne qui collabore à tes côtés pour la partie commerciale. C'est le seul recrutement qu'il faut faire. Et je pense je me demande s'il nous faut pas plus un technicien plutôt qu'un commercial pour faire du commerce chez nous. Ouais, un Quelle est chargé là la d'affaires valeur client technique finalement. peut-être. Voilà, pour moi, c'est vraiment du chargé d'affaires technique. Donc. C'est selon la philosophie de ta boîte. Et je pense que c'est ça. C'est la philosophie, l'ADN de la boîte, selon qu'est-ce que tu as envie de mettre plus en avant, qu'est-ce que tu valorises le plus, qu'est-ce que tu as le plus envie de démontrer en fait face aux clients que tu as envie d'avoir. C'est quoi vos process de recrutement aujourd'hui? Process? Pourquoi tu rigoles? Parce que moi, le recrutement, j'ai jamais fait de fiche de poste, donc déjà ça c'est un problème, j'en ai Ok. conscience. Donc finalement, quand quelqu'un rentre dans l'entreprise, on fait évoluer le poste au fil du temps. Mais comment j'ai recruté? Je passe par les réseaux sociaux, j'exprime mon besoin, je reçois des postes. Bonjour, je cherche une assistante, Ouais, par exemple. voilà. Et du coup, tu as des CV d'assistantes, Beaucoup. D'ailleurs, quand on sollicite des nouveaux postes, on a quand même beaucoup de CV. beaucoup de CV parce que je pense qu'on est une entreprise qui donne envie. Ah, vous donnez envie. Hein. Moi, j'ai regardé vos réseaux tout à l'heure là sur le téléphone. Et en plus de ça, vous avez créé des réseaux par département. Mm. Donc, c'est cool. GDCore, il y a plus de 15 000 followers.
c'est actif, ça C'est donne du envie. local, mais c'est bien. Ouais. Ouais, non, c'est très très bien. Là aussi, Youssef, il y aura besoin de ton intervention. T'es pas RH, mais pour le moment, il n'y a pas d'RH. Mais fiche de poste, en face de chaque fiche de poste, scorecard. En face de chaque scorecard des fiches de poste, process de recrutement avec les différentes bonnes questions. Ça, on maîtrise parfaitement. On peut éventuellement aussi faire intervenir un de nos experts pour vous construire de A à Z tout le processus de recrutement plug and play, c'est-à-dire que toutes les fiches de poste, les On les a process. faites, hein. On les a déjà toutes faites, mais il faut qu'on les précise davantage et qu'on Ok. les simplifie parce qu'elles sont. Et vous utilisez déjà nos outils IA internes qu'on a développés pour vous? Non. Ok, donc ça, typiquement, on va le mettre en place. Ça évite à 90% des entrepreneurs qui font appel à nous de faire appel à des chasseurs ou des chasseurs de D'accord. tête ou des cabinets de recrutement. Donc, vous économisez des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros juste en appliquant ces process. Ok. Et puis surtout, ce sont des choses qu'ensuite, vous allez pouvoir appliquer sur votre organigramme actuel. C'est-à-dire que après coup, tu peux même refaire des fiches de poste, des scorecards et différents tests pour te dire, par exemple, est-ce que Damien, c'est le bon élément? Alors, ça veut pas dire, Damien, t'es pas le bon élément, salut, ciao bonne. Mais C'est vous plus- positionnez. Voilà, ou prendre la décision, peut-être que c'est ça, hein, j'en sais rien. Et puis, on n'a rien contre Damien qu'on salue s'il rate cette vidéo. Mais c'est, en tout cas, avoir un élément factuel pour se dire, OK, Damien, il y a un manque ici, il y a un manque là. Là, par contre, t'es vraiment super, top. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on le supprime? Est-ce qu'on le délègue? Est-ce qu'on le donne à quelqu'un d'autre? Ou est-ce qu'on te fait monter en compétence? Mais si on n'a pas de clarté là-dessus et de visibilité, parce que pas de fiche de pote, pas de scorecard, pas machin, on peut pas. C'est encore une fois au nez, quoi, comme tu disais tout à l'heure. Donc, c'est hyper important de mettre en place ces trucs et que ces outils ne soient pas utilisés uniquement pour les recrutements à venir, mais aussi pour les recrutements passés, de façon à pouvoir faire des entretiens annuels. Vous faites des entretiens annuels? OK. Tous les 2 ans. OK, il faut le faire tous les 6 mois. Avec l'ensemble des collaborateurs. Ouais. Avec un plan de montée en compétences, avec est-ce que vous avez atteint les OKR? Donc les OKR, du coup, faut les poser. J'imagine qu'ils sont pas forcément Je sais posés. ce que tu t'es dit. Tu t'es imaginé faire C'est moi des qui l'ai entretiens. fait. Voilà. Ah oui. Voilà. J'ai compris quand t'as dit avec l'ensemble des collaborateurs. Ah ouais. Non, tu vois, tu dois le faire avec peut-être toi, 4 personnes, 5 personnes maximum. Et puis chaque responsable de pôle doit le faire avec ses équipes également. Par contre, toi, tu dois avoir un rapport complet en lecture structuré, standardisé avec un process que vous aurez fait, de façon à ce que si tu veux, ton samedi matin, quand tu es posé au bureau et que tu traites tes emails et tes trucs et autres, tu peux les consulter. Tu as un score, tu as un truc, et puis tu peux prendre des décisions parce que de toute façon, tu auras remonté des choses parce que naturellement, en tant que CEO, en tant que dirigeant, c'est toi qui prends les décisions finales. Est-ce qu'on l'augmente? Est-ce qu'on le remercie? Est-ce qu'on ci? Est-ce qu'on ça? Est-ce qu'on le repositionne dans l'organigramme? Mais pour ça, il te faut de la data. Donc, on consolide la data, on te la transmet. De ça, tu as une grille de lecture claire. Si tu as besoin de plus de clarté, tu as ton conseiller qui est ici ou un autre qui, lui, a encore plus de data et puis aussi a un raisonnement qui est différent parce qu'il a un accès terrain qui est différent. Et on avance. C'est comme ça qu'on pilote. Tellement l'impression que c'est insurmontable tout ça, bien que j'ai conscience que ce soit important de le faire. C'est là où on voit qu'on a la croisée des chemins quand même. Hein. Ça paraît insurmontable parce qu'en fait tout est mis bout à bout. Mais un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois, tu vois. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est d'y aller step by step et tu te rendras compte, comme pour tout un tas de choses qu'aujourd'hui tu maîtrises parfaitement, Ouais. il y a X années, ça te paraissait une montagne. Et sauf qu'aujourd'hui, tu l'as fait. Est-ce que pour n'importe qui, ça paraît facile d'avoir une holding avec X entités, avec X associés, plus tant de collaborateurs? On va dire non, c'est insurmontable. Non. En fait, toi, tu l'as fait. Acheter un showroom, l'aménager, en être fier et avoir quelque chose d'aussi beau, qui a autant de valeur que cet investissement-là, ça paraît insurmontable pour beaucoup de gens. Et tu as réussi. Donc en fait, ces compétences-là, tu les as. C'est juste étape par étape, se poser, faire la clarté et ne pas penser qu'en fait, c'est plus gros que soi. C'est s'y prendre step by step. On a du boulot, hein. Non, tranquille. J'entends Youssef depuis Mais tout à l'heure. vous avez tout votre temps. Mais ce que disait Alec tout à l'heure, c'est que va falloir trouver une solution aussi pour les tâches que aujourd'hui toutes ces personnes font. ouais. Ça va falloir qu'on trouve une solution pour ça. Et donc, on passe au 4e point, c'est la digitalisation, l'intelligence artificielle et l'automatisation. C'est hyper important de faire cet exercice à tous les niveaux. Et après, c'est un choix, encore une fois, de l'entrepreneur, du chef d'entreprise, de se dire, est-ce que ces personnes, on les remplace ou est-ce que ces personnes, on les améliore? Tu vois? De façon à ce que Option 2. ouais, tu peux, option 2. C'est juste que c'est nécessaire de les améliorer encore plus et qu'ils prennent encore plus le virage maintenant parce qu'en fait, tu le payes au prix cher sur ta rentabilité à la fin d'année, tu vois. Et c'est indéniable, je veux dire,
peu importe dans l'organigramme, naturellement, a plus de hard skills et de soft skills qu'un Indien ou un mec au fond du Bangladesh ou à Madagascar, ne serait-ce parce qu'il vous connaît, il est dans les bureaux, il y a la même culture, il y a la même mentalité, il y a le même truc. C'est indéniable. Là-dessus, on peut pas. Par contre, un truc qui est évident, c'est que ils ont les mêmes outils à disposition. Et d'un côté, pour les gens que j'ai cités tout à l'heure, c'est une question de survie d'utiliser et de maîtriser ces outils. Pour eux, c'est un luxe. Donc c'est différent. Okay. Quand tu dois survivre dans la jungle ou quand tu dois te cuire des pâtes dans ta cuisine et que tu sais pas si tu mets du jambon, du fromage ou du caviar dans tes pâtes, la dynamique elle est complètement différente. C'est pas la même du tout. Et toi aujourd'hui, tu es en mode survie également. Du coup, tu dois prendre tes décisions et faire en sorte que oui, ta décision, je l'entends et c'est très respectable, elle est orientée vers les autres. Donc c'est vraiment du dévouement, hein. C'est de la résilience encore une fois, c'est un sacrifice. On va chercher le mot, merci. Il faut qu'ils en aient conscience, ces gens-là. Et en plus de ça, c'est des gens proches à toi. Donc ils doivent aussi faire l'effort, ça doit pas aller que dans un sens. Et donc pour ça, il faut leur faire prendre conscience. Et malheureusement, la résistance au changement et encore plus la mentalité française fait qu'ils vont se dire non mais attends, t'es en train de me dire qu'une Malgache ou un Indien payé 500 balles par mois ou 1000 balles va me remplacer moi? Réveille-toi. T'es où toi? Il est con ce mec sur YouTube. Non, c'est la réalité. Okay. C'est la réalité. Moi, je vois des boîtes vraiment qui scalent 50% de croissance par mois, qui recrutent 100% des gens outsourcés en français, en anglais, et qui sont tous plus talentueux, plus engagés, qui travaillent tous plus que des équipes entières d'Européens. Je dis bien Européens parce que ça touche tous les pays. C'est peut-être à travers le scaling et le développement qu'on peut aussi miser là-dessus. On peut garder notre socle et le faire évoluer, et justement parce que nous, faut qu'on, nous, d'où le début en fait de la conversation, exactement. C'est dans les semaines, les mois à venir, qui va représenter un goulot d'étranglement, qui aura de la charge, et on peut venir en fait compenser ces équipes avec des plateformes de freelance. 100%, mais ça veut quand même dire que tous doivent avoir conscience de ça et tous doivent se dire ok, c'est mon challenge, je dois m'améliorer avec l'IA, je dois m'améliorer avec ci, je dois m'améliorer avec ça, je dois m'améliorer avec les process, je dois m'améliorer avec les outils, je dois m'améliorer. Tu vois, il n'y a plus aucun monde dans lequel un devis ou une facture n'est pas faite automatiquement. Et c'est fini l'époque où on écrivait machin. Pareil, tu vois, les flux de trésorerie, les rapprochements bancaires, c'est payé, c'est pas payé, les audits financiers chaque semaine. Quand je vous dis mettez en place des tableaux, c'est pas de la saisie. Hein. Tout est mis en place avec des process automatisés de A à Z. C'est par où on commence quoi. Eh oui, c'est ça. Et vous devenez progressivement une boîte de data, tu vois. C'est avec un expert DAF externalisé que je vous citais tout à l'heure. Ouais. Plus on vous mettra en place un dashboard sous Google Sheet le temps de faire la transition. Moi, je vais faire x5 aujourd'hui, je te dis. Je serais... que j'ai dit à Solène pas le rencontrer. Hein, on va déjà x5 ton EBITDA. Ouais. Après, on va x5 le CA. Je sais. Garde en tête que la première personne d'influence, c'est toi. Ça veut dire que peu importe où tu iras, en philosophie, en ordre, en prioritisation, tes collaborateurs suivront. Dans les prochaines semaines, c'est les gars, on consolide, on structure, on fortifie parce que ça nous amènera plus de confort, de performance et de puissance. Tout le monde le veut. Tout le monde, voilà. Tu vois. Et comme tu as ce naturel commercial et vendeur, lorsque tu amènes un changement, tu vends le changement. Et donc, quand on vend un changement, on pitch les bénéfices pour les collaborateurs. Et c'est tout le temps ça. Je suis complètement OK. Donc, sur la petite partie formation plus IA pour doper tout le monde, légalement. Non, mais l'IA, on a vraiment conscience que ça va pas et qu'il faut qu'on, c'est rien. En fait, plutôt que de dire ça va pas, on a vraiment conscience qu'il nous reste beaucoup à implémenter, mais dans le sens, en fait, il y a beaucoup d'évolutions. Pour la partie digitalisation, on a déjà évoqué beaucoup de choses, mais effectivement, le plus gros des sujets, c'est pour moi pas forcément le site ou les réseaux sociaux. C'est bien, vous faites une nouvelle truc de marque, plateforme de marque, etc. C'est cool. Mais la réalité, c'est que vous êtes déjà assez bon là-dessus. Il y a plein de lacunes ailleurs. Automatisation, relance, devis, facture, tous ces éléments, c'est la base. Vous connaissez, c'est déjà bien en place. Mais encore trop artisanal, encore trop manuel parce que pas de CRM. Donc, CRM, c'est capital. C'est vraiment l'urgence. Elle se situe aussi ici pour pouvoir voir c'est quoi vos deal flow, vos pipes, les deals en attente, combien de temps on met pour closer, la rentabilité sur chacun, le coût d'acquisition sur chacun, comment on fait pour maximiser ces il nous faut tout sujets. Ça, de toute façon. Il vous faut tout ça. C'est nécessaire. Et ce, dans les 3 prochains mois maximum, ça doit être effectif. Dans 1 mois, des décisions doivent être posées et les chantiers doivent avoir commencé. Dans 2 mois, vous devez avoir mis en place les choses de façon à faire en sorte que ce soit en phase de test et puis qu'on ajuste les éléments. Dans 3 mois, c'est du daily. Ça tourne.
ça tourne et vous l'utilisez au quotidien et vous pilotez votre entreprise grâce à ces éléments. C'est pareil pour la partie trésorerie cash, flux de trésorerie, pilotage. C'est pareil pour les OKR au travers des onboarding, des recrutements et j'en passe. C'est pareil pour l'organigramme et les responsabilités. C'est pareil pour les process prioritaires qu'on a évoqués. Donc, il va falloir décomposer tous ces éléments sur base des 6 priorités et puis avoir une sorte de diagramme de Gantt. C'est toi, directeur des opérations, qui va devoir le mettre en place, tu vois, ligne par ligne, tac, 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 pour faire en sorte que tout avance en asynchrone. Et attention, ça ne veut pas forcément dire que c'est toi qui fais tout. Tu n'as que 24 heures dans ta journée, tu vas découvrir aussi plein de choses. Donc, tu peux déjà, bénéficier aussi de notre expertise avec les experts qu'on met à votre disposition, mais aussi bénéficier de toutes les équipes qui connaissent déjà leur métier, leur quotidien. Pour qu'ils t'aident à mettre ça. Et puis surtout, utiliser l'IA pour gagner du temps et gagner de l'efficacité, gagner de la pertinence. Imagine toutes tes réponses à tes clients, tes emails, tes trucs, tes machins. C'est plus quelqu'un qui doit les écrire. Avant même qu'on les envoie, il y a une IA qui les lit, basée sur une base de données antérieure, qui les rédige, qui les met en brouillon. Et en fait, la personne qui passe sa vie à écrire des emails, elle passe en fait une petite partie de sa journée à juste lire les emails, vérifier, ajuster, envoyer. Et quand il y a des choses à ajuster, l'IA s'en souvient que ça a été ajusté. Donc ensuite, il n'y a plus l'erreur sur le prochain, jusqu'au jour où ce sera complètement automatisé. Il y a même c'est plus là où besoin on de se rend passer de compte temps. que c'est fou ce truc. Ben oui, c'est fou. Et du coup, tout ce temps, ça permet par exemple à Christelle, Joséphine ou Mustapha de ne mettre leur énergie, leur temps que sur des tâches à valeur ajoutée qui créent vraiment encore plus de valeur pour l'entreprise. Et donc, ça justifie le fait qu'ils ont encore un vrai intérêt d'être présents au quotidien parce qu'ils créent de la valeur, plutôt que juste d'être sur des petites tâches qui peuvent aujourd'hui être automatisées ou faites par des petites mains, encore une fois. Donc, c'est hyper important. Les 2 derniers points, ils sont liés, positionnement, expérience client et acquisition. L'idée ici, c'est surtout d'accepter, les 2 plus gros points selon moi, c'est de dire non. Tu vois ? Et dire non du coup à qui? Donc il faut le définir. Qu'est-ce qu'on est prêt à prendre, à ne pas prendre comme nouveau dossier? Comme on le dit, choisir c'est renoncer. Et pour ça, on revient à notre tableau de KPI du début qu'on a évoqué, qui à l'heure actuelle on peut pas prendre de décision liée au positionnement et à l'acquisition parce qu'on n'a pas de la clarté sur exactement qui sont les clients idéaux qu'on veut avoir. Deuxième point, ce serait vraiment de standardiser le parcours client de A à Z, mais surtout sur la partie devis, demande, entrante, qualification, vérification, parce que tu me disais, des fois, c'est un peu on ouvre la boîte de Pandore et puis surprise, soit on est complètement à côté, c'était plus, c'était moins, c'est ci, c'est ça, et puis du coup, on perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent naturellement, parce qu'après, il faut renégocier le deal, c'est toute une histoire. Et puis, troisième point, tu évoquais le fait que beaucoup viennent avec la recommandation. On est déjà sur de l'acquisition ici, c'est créer un programme ambassadeur. En d'autres termes, est-ce qu'aujourd'hui, les personnes qui vous recommandent sont rétribuées pour ça ou est-ce qu'ils le font naturellement? Non? Tu vois, typiquement, à mon sens, un système de rétribution financière ou autre, si tu m'envoies des chantiers et t'attends de commission, ça peut être intéressant. Si vous le mettez en place maintenant, c'est très compliqué parce que si vous donnez ne serait-ce que 5% de commission à vos apporteurs d'affaires, vous êtes même plus rentable, vous êtes à -1 d'EBITDA. Donc il faut d'abord optimiser les choses, l'intégrer dans des lignes de coûts et c'est aussi pour ça que j'évoquais le fait qu'il va falloir augmenter vos prix. D'où ce nouveau positionnement qui va vous permettre de redesigner une ou plusieurs offres et d'augmenter vos prix, je dirais entre 5 et 8%, peut-être même 13% au global, à devis équivalent, à chantier équivalent, parce que c'est largement justifié de par le fait que vous êtes sur du haut de gamme, c'est différent, vous savez closer, et puis vous augmenterez votre marge, et c'est cette marge aussi que vous allez pouvoir distribuer à des potentiels apporteurs d'affaires, 2%, 3%, 5%, faites un benchmark de ce qui se fait sur le marché, selon les différentes transversales de votre groupe, mais c'est hyper important de le mettre en place et de le déployer. Surtout qu'on se rend bien compte que le plus difficile, c'est d'acquérir le client. Hein. Bien sûr. On sait tous de quoi on parle quand on dit ça, et une fois qu'on entend le client, mais c'est là où il faut qu'on le fasse dépenser le plus possible, faire parler de nous, faire valoir tout le bénéfice qu'on lui a apporté et qu'il ramène d'autres personnes. D'où l'importance de créer de la récurrence et donc d'aller chercher plus du B2B. Encore une fois. Tu vois? Donc la boucle est bouclée, hein. C'est vital d'augmenter ses prix et la plupart n'osent pas le faire parce qu'ils ont peur qu'en augmentant leur prix un tout petit peu, les clients vont arrêter de travailler avec eux ou aller à la concurrence. En réalité, c'est faux. Le facteur primaire de passage à l'action d'un client potentiel dans cette industrie, j'insiste dans cette industrie, c'est pas le prix. Le prix joue un rôle, oui, mais c'est l'assurance que l'on va pouvoir délivrer ce que l'on a vendu, c'est la qualité, c'est la pré-livraison, c'est la relation client, c'est tous ces éléments qui font que réellement le prix passe bien après.
Et puis en plus, pourquoi j'évoque ces 5-8%? Déjà, il l'a évoqué lui-même, oui, ça ne ferait aucune différence dans mon processus commercial, premier point. Et deuxième point, aujourd'hui, il y a une problématique de rentabilité. L'entrepreneur en question a fait un choix délibéré que sur ses ressources humaines, eh bien, il travaille avec des proches, des amis, de la famille, etc. Et je respecte complètement ce choix. Mais du coup, ça implique qu'il accepte aussi qu'il n'est pas forcément, et c'est pas moi qui le dis, il l'a verbalisé, les personnes les plus adaptées et les plus compétentes à certains postes, en tout cas aujourd'hui. Et donc, ça va prendre du temps à faire en sorte que ces personnes soient pleinement opérationnelles, optimisées et performantes. Donc, tu payes ici une dette d'efficacité et donc d'efficience. Donc, tu dois absolument la compenser quelque part. Une entreprise, c'est de l'argent qui rentre, c'est de l'argent qui sort. Et le score réel, c'est pas le chiffre d'affaires qui fait que tu es un bon entrepreneur ou que tu as une bonne entreprise, c'est l'EBITDA. C'est ce que tu en dégages derrière. Donc, si tu te tues à la tâche, t'en peux plus, tu prends des responsabilités qu'en plus tu fais pas de marge, autant faire autre chose. Sauf si ta motivation réelle, elle est tout autre. Elle est orientée vers l'impact ou la contribution, mais tu pourrais dans ce cas-là aussi créer une association. Donc en fait, c'est vraiment un ensemble d'éléments qui fait qu'il y a cette problématique ici. Et au sens plus large, au sens des TPE, PME en général, le vrai problème, il n'est même pas encore ici, il est dans la conscience. La conscience que ce problème existe. Ils n'ont même pas conscience que le problème existe, donc ils le subissent, ils le vivent au quotidien. Et c'est ça le plus terrible. Maintenant, si on passe plutôt à la partie acquisition, pour moi, il faut que vous formalisiez actuellement les sources de leads, que vous sachiez exactement d'où viennent vos leads. Ça, on le sait. C'est parfait. Chaque entrée doit être taguée dans le CRM. Ok. Ça va vous permettre derrière d'identifier votre CAC, votre coût d'acquisition par client. Voilà, ça le CAC, coût acquisition par client. Et cette variable va vous permettre d'abandonner ou d'amplifier certaines sources. Donc, c'est hyper important de cartographier vraiment les sources d'acquisition. De là, avec tous ces chiffres qu'on aura fait et qu'on aura eu, de pouvoir voir le coût d'acquisition. Et après, on doit diviser le coût d'acquisition sur 3 variables. CAC sur LTV, CAC sur LTV et marge, et CAC, C'est quoi le TV? lifetime value. Finalement, la valeur long terme vie de ton client. Donc, si c'est un B2C, il y a peut-être 2 ou 3 opérations qui vont être faites dans le groupe, mais derrière, il y a aussi la LTV indirecte. Donc, si c'est un B2C, mais qui te recommande Voilà, c'est en ça. moyenne des gens, ça rapporte encore plus d'argent. Mais voilà, CAC sur LTV, CAC sur LTV marge. Donc, finalement, basé sur cette LTV, combien de marge t'as rapporté cette personne? Parce que, encore une fois, si ton CAC, il est vraiment très faible sur des petits dossiers, mais que finalement, ces petits dossiers, ils te coûtent de l'argent, comme on a potentiellement vu tout à l'heure, ça sert à rien. Donc, on supprime là aussi. Et puis, CAC LTV, CAC LTV marge. Et le dernier point, CAC sur délai de conversion. Délai de conversion, c'est quoi? Combien de temps je mets pour transformer une personne qui me découvre en un client? Basé sur les différentes cartographies de clients que tu auras fait, basé sur la taille des dossiers, basé sur différentes variables, basé sur chaque société du groupe. Certaines sont très dépendantes de GDCor, d'autres le sont un peu moins. Et puis, je reviens sur le positionnement, mais c'est très lié à l'acquisition. C'est accepter que peut-être dans ces G apostrophe boîtes ou autre chose, il y en a peut-être qu'il va falloir fermer. Parce que ça se trouve, tu vois, tout à l'heure, j'ai demandé à notre base de données par ligne avec chaque boîte, le chiffre d'affaires en face de chaque boîte, la typologie de client, la marge projetée, et puis à quel point elle est dépendante ou pas, et à quel point c'est complémentaire et combien ça demande en ressources. J'ai clairement identifié, et vous allez aussi l'identifier, ça devrait vous choquer et vous taper aux yeux quand vous allez mettre les chiffres en face. Il y en a certaines qu'il va falloir cut. Ou alors restructurer complètement pour qu'elles soient autonomes et rentable, en étant indépendante du groupe, et qu'en fait tout le surplus ne soit que du plus, justement. Est-ce qu'on devrait avoir une force commerciale sur chacune de ces structures pour qu'elles existent uniquement dans leur métier et pas que sous la... Non. Par contre, ce qui peut être fait, c'est sur l'ensemble de la force commerciale qui n'est pas dépendante de toi, en effet, et par contre des sources d'acquisition, des forces de traction et d'attraction sur chacune des structures, de façon à pouvoir avoir des chiffres en face de ça et de voir tout de suite si c'est intéressant. Et en fait, si tu veux, c'est comme si en fait ton commercial serait une sorte de fonction support du groupe, où là, tu as la force commerciale qui maîtrise l'ensemble et qui peut faire le lien avec toutes les entités. Et donc, directement, ça crée de la synergie. Il y a un vrai axe synergique qui se déploie. Par contre, au niveau de l'acquisition, les gens, tu vas les acquérir au travers de certaines problématiques. Moi, je pense qu'il y a 80% de nos clients aujourd'hui qui passent par Instagram, qui nous ont connus via ça et qui nous appellent au standard. Ouais, mais tu l'as dit là, je pense que. Moi, j'aimerais des certitudes. Alors, 80% de nos clients passent parce Mais que tu le ça... traques ça?
Alors, C'est pas traqué, mais c'est ce qui ressort aussi effectivement sur Ouais. la génération de vos leads, c'est que la génération de leads la plus instable, c'est Instagram aujourd'hui. Et la seconde qui est moins stable, mais qui est plus qualitative, c'est la recommandation. oui, je dis à chaque fois, je pense que, enfin, j'en suis assez sûr, mais il y a rien qui démontre factuellement ce que je dis. Et surtout, ce qui est important au-delà de la discussion qu'on a de est-ce que ça démontre ou pas, c'est surtout pour toi dans quelle mesure, en fait, ça représente la réalité. C'est est-ce que c'est à 70% vrai que les leads proviennent d'Instagram, quelle catégorie de leads, c'est quoi le panier moyen qui est généré via Insta, Ok. etc., etc. Ouais. Ça permet de prendre des top décisions. On a tout vu, les 6 points. Maintenant, effectivement, l'objectif, c'est que vous puissiez digérer toutes les informations qu'on vous a partagées. Il y a énormément de choses, en effet. C'est très dense, mais vous avez un énorme potentiel. Les problématiques auxquelles vous faites face, elles sont courantes dans l'industrie, donc vous êtes vraiment au bon endroit. Moi, je réitère encore une fois, hein, Sébastien, tout mon respect, parce que tout repose sur toi. Vraiment, mais c'est plus possible en fait. Tu pourras pas continuer comme ça. C'est obligé, c'était nécessaire, je pense, ce consulting. Hâte de voir ce qui va se passer dans les semaines à venir, notamment avec cet organigramme. Notamment toi, tu vas jouer un rôle clé. Ouais, je vais devoir annuler quelques rendez-vous. Ah bah clairement, toi, ton quotidien, il va totalement changer dans les 3 prochins mois. Et si c'est pas le cas, faut En t'inquiéter. tout cas, moi, c'est ce que je veux. Ça fait un moment que je le communique, ça, Yus, mais on n'a pas appuyé sur le bouton, quoi. Bah, Ouais. c'est que derrière, et j'en reviens à ce que encore disait Alex, c'est que derrière, on n'a pas prévu qui fait ce que je fais aujourd'hui. Si je le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Qui le fait? 100%. Dans tous les cas, vous allez avoir une restitution d'un plan d'action. Et dans un mois, plus ou moins, on refera un point, vous et moi, directement, en ligne, selon vos problématiques. Et l'idée sera de voir si vous allez dans la bonne direction par rapport à tout ce qu'on a évoqué. En plus de ça, dans tous les cas, vous aurez l'intervention à vos côtés de différents experts qui ont été cités, que ce soit au niveau des automatisations, que ce soit au niveau de l'IA, que ce soit au niveau potentiellement du CRM, au niveau du recrutement, au niveau des finances. On en a cité plusieurs, donc on fera en sorte de vous les synchroniser de façon à ce que ce soit hyper clair. Et puis, vous avez de toute façon votre coach référent qui continue à gérer ça et qui, dans les heures à venir, par l'intermédiaire de Anis, recevra le rapport complet de toute cette session de consulting qu'on a enregistrée, qui sera résumé, centralisé, avec un plan clair, de façon à s'assurer que ce soit suivi dans les mois à venir. Le futur pour Sébastien, son groupe, sa boîte, ses collaborateurs, il est simple en fait. Soit ils acceptent de décélérer, peut-être même de reculer à court terme pour restructurer et prendre les bonnes décisions basées sur tout ce qu'on leur a partagé, soit ça va dans le mur. Et c'est pas parce qu'ils feront 10 millions de chiffres d'affaires au lieu de 6 ou 8 ou 12 que ça les sauvera. C'est juste repousser une échéance et creuser un trou plus profond. Après, ce consulting, c'est chargé en informations. Je sais qu'il y a pas mal de travail qui nous attend et fatigué. À moi, après ce consulting, j'ai tout sauf envie de dormir. Je suis content de le partager avec Youssef. Donc moi, je me sens en pleine forme, et je me rends surtout compte du chemin qu'on doit mener et de la capacité de notre entreprise à évoluer. Moi, c'est ce que je veux. Donc, je pense que je suis au bon endroit, je suis surmotivé et je suis pas inquiet pour l'avenir, quoi. Le but de ce call, c'est de faire un peu un point, un état des lieux de où vous en êtes, ce qui a été mis en place depuis notre discussion. Est-ce qu'il y a des sujets qui bloquent? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des doutes? Est-ce qu'il y a besoin en fait de recadrer la chose pour aller chercher encore plus de résultats sur les semaines et sur les mois à venir? En gros, ces 3 dernières semaines ont été vraiment très intensieux. Je me suis fait remonter les bretelles par Delphine ce matin parce que tu lui as remonté l'information que j'avais pas pris rendez-vous pour l'Experia et pour la partie finance, qui est important. C'est pas moi qui lui ai remonté directement l'info, c'est ceux qui prennent soin de vous au quotidien et nos systèmes qui automatiquement remontaient l'info, et effectivement, du coup, j'ai dit, faut le recadrer, celui-là, faut le recadrer. J'entends. Ce que je dis juste par là aussi, Alex, c'est que nous, depuis qu'on est rentré, on a pris la fusée, hein. Donc, on s'est rapidement réparti les tâches avec Yous. On a rebouclé un petit peu toutes les fiches de poste. Ça, c'était important parce que 15 ans de boîte, on l'avait encore jamais fait. Ça a vraiment permis de remettre un petit peu toutes les rôles et les missions de chacun dans l'intégralité des postes. Ça va être présenté demain. On a bouclé toute la partie gestion de projet aussi avec Clovis, où là, c'est bon, on est opérationnel. On va remettre tous les collaborateurs sur beaucoup de sujets, notamment sur la partie CRM que j'exploitais pas. On est très actifs, on se rend compte du potentiel. Là, je suis en train de gérer toute la partie vidéo et photos professionnelles. Donc, on est en train de préparer tout notre contenu là pour nos 6 prochains mois, et on voit bien que on est en train d'habituer nos clients à prendre contact avec nous en très peu de temps. Finalement, tu te rends bien compte que c'est dans l'état d'esprit que les choses vont assez vite aussi. On voit bien que ça nous donne de belles opportunités. D'un point de vue précis, aujourd'hui, on a validé notre schéma de gestion de projet. Maintenant, il faut qu'on mouline ça dans le logiciel, et il faut qu'on prenne nos dossiers qui arrivent et il faut qu'on les mette dedans. Ça nous paraît un peu insurmontable comme mission parce que on
on n'est pas dans notre zone de confort. Pour autant, on voit bien ce que ça a comme intérêt de le faire. Donc là, en 3 semaines, on n'a pas encore le recul. On arrive à se répartir les tâches et tu te sens beaucoup moins seul finalement. C'est là que tu te rends compte que l'association prend son sens, tu vois. Ok, moi j'ai une question hyper importante pour toi parce qu'aujourd'hui tu étais l'homme clé, tout reposé sur tes épaules. À chaque fois c'est plus de chiffre d'affaires à aller chercher par toi. Là tu me dis effectivement que ce que tu es en train de mettre en place avec Mousse, ça permet de valider en tout cas une hypothèse d'un binôme pour te décharger du temps. Mais en même temps tu dis que là avec tout ce que tu mets en place, tu gères progressivement mais tu as plein de choses qui sortent. Moi en gros ce que ça traduit, mais c'est normal, hein, mais c'est que tu es encore beaucoup absorbé dans l'opérationnel et que tu justifies justement certains gros enjeux du moment pour te rassurer du fait de pas pouvoir avancer sur ce qu'on a déterminé. Et c'est normal, c'est ok, ça fait partie du processus. Mais ma question c'est, est-ce que c'est un processus ou est-ce que c'est quelque chose que tu vas tolérer encore longtemps, dans le sens où est-ce que tu sens que depuis ces 3 semaines, il y a quand même des actions qui se mettent en place pour que progressivement, tu vois, d'ici 3 semaines de plus, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu puisses sortir un petit peu la tête de l'eau, donner plus d'amplitude à ceux qui t'entourent, à tes équipes, à ceux qui sont là depuis un certain temps, pour que toi, en tant que dirigeant, tu te concentres vraiment sur là où tu es le seul et l'unique, le meilleur, et que vous puissiez mettre en place les choses qui font du sens. Soit typiquement, arrêter des clients qui vous coûtent de l'argent. Premier point, optimiser le revenu par collaborateur que vous avez sans forcément les remercier parce que c'est aussi des attaches émotionnelles, mais aller leur permettre de générer plus d'efficience, plus d'efficacité avec les bons outils, avec la bonne dynamique, avec l'usage de votre outil, la CRM que vous allez pousser, toutes ces choses-là. Typiquement, le développement des transversales à haut potentiel, tel que tu l'as évoqué avec Mousse, mais que ça se fasse vraiment, vraiment fort sur 26. Toutes ces questions-là, est-ce que tu as l'impression que tu es dépassé et que tu vas pas y arriver? Ou est-ce que tu as un niveau de certitude quand même assez élevé en étant très objectif sur ta situation, que tu as un plan et que ça déroule et que tu peux l'atteindre? Là, je suis pas prêt encore à passer au recrutement par rapport au commercial. Je pense que c'est quelque chose que je vais garder à minima sur le premier trimestre 2026. Je sais que je repousse un peu, mais je dis juste que là, j'ai pas la tête à ça. Moi, en tout cas, je pense que tu vas y arriver. C'était la question d'Alec. Ouais. Moi, j'y crois. Je suis là aussi pour ça, hein, pour faire en sorte qu'il se donne le temps. De forcer un peu des fois, de forcer pas à faire de la dinde. Il a tendance souvent à me dire c'est bon, laisse-moi gérer ça, tu vois, ça je peux m'en occuper. C'est Donc, bien, c'est c'est bien. bien. Je sens que mon planning il se dégorge un petit peu. J'ai toujours autant de dossiers en cours, mais sur des dossiers qui me concernent. Là, j'ai vraiment délégué la partie gestion de projet à notre chef de projet et à notre architecte. Et moi, j'interviens vraiment après. Mais tu vois, je vais sur il y a 88 tâches qu'on a définies entre le prospect qui devient un client et la fin de projet. Je pense que je suis sorti au moins déjà sur plus d'un tiers. Oui, c'est minimum. Non, mais bon, voilà. Enfin, je dis juste, ça fait pas 6 mois qu'on a mis en place des choses. Donc, pour ça que je suis plutôt optimiste. S'il y avait un truc là qui vous bloque et sur lequel je peux vous aider, c'est quoi? Recrutement du commercial. Chargé d'affaires, pardon. J'ai l'impression que je me trouve des prétextes tous les jours et j'arrive pas à déléguer cette partie-là. Pour moi, ça va être l'élément le plus difficile. Hyper intéressant parce que tu vois, tu dis, je leur pousse et pour autant, tu évoques le fait qu'il y a un blocage, tu sais pas comment t'y prendre. La bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que tu vas mettre en place d'ici à Q1 2026 pour savoir comment t'y prendre? Ou est-ce que tu vas juste attendre et te dire, c'est là le bon moment maintenant? Si tu trouves le bon mec, c'est potentiellement un demi-Sébastien ou un Sébastien et demi ou 2 Sébastiens que tu déploies en plus dans ta boîte sur le terrain. Parce que toi, aujourd'hui, tu dois tout gérer dans ta boîte. Alors, de moins en moins, j'entends. Et puis, tu vois, ça serait un petit peu, ce serait présomptueux de dire que tu dois tout gérer parce que t'as des super équipes. Mais t'as un peu les yeux partout, les trucs machin. Et tu fais le commercial. Demain, le mec que tu vas recruter, il doit être aussi bon que toi si c'est meilleur. Et faire que ça. Donc, théoriquement, toutes les prédispositions sont là pour qu'il ramène plus de business dans le groupe. Tu dois pas repousser ça à 2, 3, 4, 5 mois. Là, finalise ce que tu es en train de finaliser avec ces trucs, ces chantiers que tu es en train de rendre, tout ce qu'on est en train de mettre en place sur les 3 dernières semaines depuis notre consulting. Et puis, dès que tu as un petit peu de bande passante, c'est 2-3 heures dans ta semaine, hein, c'est pas plus. Tu en parles avec quelqu'un chez nous. Et puis, c'est un nouvel objectif que nous, on intègre dans ton pipe, dans ton dossier. Et on se lâche pas tant que c'est pas fait. Et on met une deadline claire. Et l'idée, c'est qu'effectivement, Q1 2026, on commence pas à le faire. Q1 2026, on l'engage. Et on valide le mec et on le déploie sur le terrain. On a des OKR clairs et on saura valider tout de suite si c'est un bon recrutement, un mauvais recrutement. Et donc, si ça vaut le coup de continuer avec lui. Pour moi, ça, c'est le plus gros sujet. C'est ce qui va me permettre de prendre de la hauteur et d'être, voilà, davantage monter sur les grands comptes. Mais voilà, je suis honnête avec moi-même. Première semaine de janvier, j'ai quand même mis en place une demi-journée où je suis off.
Et je réfléchis à la stratégie d'entreprise. Hein. Normalement, la boîte va pas faire faillite. Mais c'est impossible. Ça coule dans mes veines, c'est impossible. Comme quoi, tu peux aussi être off de temps en temps. Bon, nickel. Bah écoutez, messieurs, super cool. Content d'avoir eu de nouvelles. Bravo, bravo d'avoir mis tout ça déjà en place. Hâte de voir la suite.